Médecin riche rencontre une mère célibataire humiliée à la clinique. Sa réaction bouleversa sa vie. Aurélie Dubois serrait son fils contre sa poitrine, tandis que la voix résonnait dans la salle d'attente bondée. Les gens se retournaient pour regarder, mais personne n'intervenait. Elle sentait ses joues brûler de honte alors qu'elle tentait d'expliquer une fois de plus que l'enfant avait de la fièvre depuis 2 jours. « Pas de mutuelle, pas de consultation !» criait la chef infirmière en frappant son clipboard sur le bureau. « Revenez quand vous aurez de l'argent. Ici, ce n'est pas une œuvre de charité. » Le petit Lucas pleurnichait doucement, blotti contre l'épaule de sa mère. Ses joues étaient rouges et son corps trop chaud. Aurélie avait déjà fait 3 centres de santé ce matin-là, mais tous étaient sans pédiatre. Cette clinique populaire était son dernier espoir avant de devoir dépenser l'argent du loyer pour une urgence privée. « S'il vous plaît, il suffit de l'examiner », suppliait Aurélie, essayant de garder la voix ferme. « Il a de la fièvre depuis avant-hier. Il n'arrête pas de pleurer. Et je vous ai déjà dit que sans paiement, pas de consultation », coupa l'infirmière, croisant les bras. Son badge identifiait Sylvie Laurent comme chef infirmière. « Vous croyez que le médecin travaille gratuitement? Que les médicaments tombent du ciel ?» Une dame âgée dans la salle d'attente secoua la tête en signe de désapprobation. D'autres personnes détournèrent le regard, gênées. Aurélie sentit les larmes lui picoter les yeux, mais refusait de pleurer là, devant tout le monde. « J'ai l'argent de la consultation », expliqua-t-elle, montrant les billets froissés qu'elle gardait dans sa poche. « C'est 50 €, n'est-ce pas? Les voici. » Sylvie regarda l'argent avec dédain. « La consultation est à 60, et il y a 20 € de frais administratifs. 80 au total. » Aurélie sentit son cœur se serrer. Elle avait exactement 56 €. C'était tout ce qu'elle avait jusqu'au paiement de la semaine suivante. Si elle dépensait cela, elle n'aurait même pas de quoi payer le ticket de bus pour les jours à venir. « Mais sur l'affiche là-bas, c'est marqué 50, pointa-t-elle vers le tableau au mur. « Ancien prix, ça a augmenté le mois dernier. » Sylvie lui tourna le dos, retournant à son poste derrière le comptoir. C'est à ce moment qu'une voix grave interrompit la discussion. « Quel est le problème ici ?» Aurélie se retourna et vit un homme grand debout dans le couloir. Il portait une blouse blanche sur une chemise bleu clair et tenait une sacoche en cuir sous le bras. Ses yeux sombres observaient la scène avec attention. Sylvie changea complètement d'attitude en le reconnaissant. Son expression dure fondit, remplacée par un sourire forcé. « Docteur Julien, je ne savais pas que vous étiez là aujourd'hui. » Elle lissa nerveusement son uniforme. « Je ne faisais qu'expliquer à la patiente qu'elle doit avoir le montant exact de la consultation. » Julien Moreau s'approcha du comptoir à pas mesurés. Il était l'un des médecins les plus respectés de Lyon, connu autant pour sa compétence que pour sa fortune héritée de sa famille. Cette clinique populaire appartenait au réseau que son père avait fondé des décennies plus tôt. « Depuis quand facturons-nous des frais administratifs ?» demanda-t-il, gardant un ton calme mais ferme. « C'est une nouvelle politique, docteur », bafouilla Sylvie, feuilletant nerveusement des papiers. « Pour couvrir les coûts, une politique que j'ignore. » Julien se tourna vers Aurélie. « Le garçon doit être examiné maintenant. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. » Aurélie acquiesça, serrant Lucas plus fort. Le garçon n'avait que 2 ans et demi et n'avait jamais été aussi malade. « Venez avec moi », indiqua Julien dans le couloir. « Je vais l'examiner personnellement. »« Mais docteur, votre emploi du temps... » tenta de protester Sylvie. « Il est libre maintenant. » Il était déjà en marche, faisant signe à Aurélie de le suivre. Elle hésita une seconde, regardant en arrière vers Sylvie, qui observait tout avec une expression de colère à peine dissimulée. Puis, elle suivit le médecin dans le couloir, sentant ses jambes trembler de soulagement et de nervosité. Le cabinet était simple mais propre. Julien indiqua la table d'examen rembourrée et Aurélie y installa Lucas, tenant ses petites mains. Le garçon regardait autour de lui avec des yeux fiévreux et effrayés. « Je suis le docteur Julien », dit-il doucement à Lucas en se lavant les mains au lavabo. « Je vais juste jeter un petit coup d'œil sur toi, d'accord? Ça ne fera pas mal du tout. » Lucas se blottit davantage contre sa mère mais ne pleura pas. Julien s'approcha lentement, retirant le stéthoscope de son cou. « Depuis combien de temps est-il comme ça ?» demanda-t-il tout en examinant. « 2 jours, répondit Aurélie.
Ça a commencé avec une faible fièvre, mais hier soir elle a beaucoup monté. J'ai donné le médicament que j'avais à la maison, mais ça n'a rien fait. Quel médicament? Celui pour enfants, contre la fièvre. Du marché. Julien poursuivit l'examen en silence pendant quelques minutes. Il vérifia la gorge, les oreilles, écouta la poitrine. Lucas coopéra étonnamment bien, geignant seulement lorsque le médecin palpa son ventre. Il a mangé aujourd'hui? Il n'a rien voulu manger. Il a juste bu un peu d'eau. Et hier? Presque rien non plus. Il a vomi son petit déjeuner. Julien termina l'examen et retourna au lavabo, se lavant à nouveau les mains. Son visage était sérieux, concentré. « C'est une infection, dit-il finalement. D'après les symptômes, ça doit être bactérien. Il va avoir besoin d'antibiotiques. » Aurélie sentit son estomac se serrer. Antibiotiques signifiait médicament cher. Ça signifiait ordonnance et pharmacie. Ça signifiait de l'argent qu'elle n'avait pas. Combien coûte le traitement? Julien la regarda, la voyant vraiment pour la première fois. Elle était jeune, devait avoir 27, 28 ans, des cheveux bouclés attachés en une queue de cheval défaite, des cernes profonds sous les yeux. Ses vêtements étaient propres mais très usés, et il remarqua un petit trou dans la manche de son chemisier beige qu'elle essayait de cacher. « L'antibiotique en lui-même n'est pas très cher, » répondit-il, « mais il devra le prendre pendant 7 jours, et je veux le revoir dans 3 jours pour vérifier si ça fonctionne. Je vais me débrouiller. » Aurélie reprit Lucas dans ses bras. « Combien coûte la consultation d'aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant. Non, je veux payer. J'ai 50 € ici. » Julien secoua la tête. « Gardez cet argent pour son médicament. La consultation est payée. Mais, j'insiste, il écrivait déjà l'ordonnance. L'important maintenant, c'est de prendre soin de votre fils. » Aurélie sentit les larmes revenir, mais cette fois de gratitude. Cela faisait si longtemps que quelqu'un lui avait montré de la gentillesse. « Merci, » murmura-t-elle. « Vraiment, merci beaucoup. » Julien lui remit l'ordonnance et un morceau de papier avec des instructions. « Tout est expliqué ici, la dose, les horaires, les soins. Si la fièvre ne baisse pas dans les 24 heures après avoir commencé le médicament, venez me voir immédiatement. Ou allez directement à l'hôpital s'il s'aggrave avant cela. » D'accord. Aurélie rangea soigneusement les papiers dans son vieux sac. « Docteur, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. » « Pas besoin de remercier, c'est mon travail. » Il ouvrit la porte du cabinet. Et Aurélie, elle s'arrêta, surprise qu'il connaisse son nom. Il avait dû le voir sur le dossier. « Oui. Ne laissez personne vous maltraiter parce que vous n'avez pas d'argent. Tout le monde a droit à des soins médicaux. » Elle hocha la tête, sentant un nœud dans sa gorge. Puis elle sortit dans le couloir, passant directement devant le comptoir, où Sylvie l'observait avec des yeux rétrécis. Julien resta immobile à la porte du cabinet, regardant la mère et le fils disparaître. Quelque chose dans cette situation le dérangeait profondément. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait des patients maltraités dans cette clinique, mais généralement, il parvenait à garder une distance professionnelle. Cette fois, cependant, l'image de la jeune mère implorant de l'aide tout en tenant son enfant malade avait touché quelque chose en lui. Il retourna dans son cabinet et prit le téléphone, composant un numéro interne. « Émilie ? C'est Julien. Faut récupérer l'enregistrement de la caméra de surveillance de la réception des 20 dernières minutes. Et envoyez-moi le dossier de la patiente Aurélie Dubois. Je veux toutes les informations. » Après avoir raccroché, il resta à regarder par la fenêtre. De l'autre côté de la rue, il vit Aurélie sortir de la clinique avec Lucas, marchant rapidement en direction de l'arrêt de bus. Même de loin, on pouvait voir comme elle tenait son fils avec précaution, le protégeant du fort soleil de l'après-midi. Julien connaissait cette région de Lyon. C'était un quartier modeste, plein de travailleurs qui arrivaient à peine à payer leurs factures. Il avait grandi dans un autre monde, fréquentant les meilleures écoles, voyageant pendant les vacances, sans jamais avoir à se soucier d'argent. La médecine avait été un choix vocationnel, pas une nécessité. Mais ces 2 dernières années, après avoir perdu Camille, sa perspective sur tout avait changé. Il secoua la tête, chassant les souvenirs douloureux. Ce n'était pas le moment d'y penser. Il retourna dans le couloir et se dirigea droit vers le comptoir de la réception. Sylvie s'occupait d'une autre patiente,
mais s'arrêta dès qu'elle le vit approcher. « Docteur Julien, vous avez besoin de quelque chose. Je veux te parler. » Dans le bureau maintenant. Le ton ne laissait aucune place à la discussion. Sylvie murmura une excuse à la patiente et suivit Julien jusqu'au petit bureau administratif à l'arrière de la clinique. Il ferma la porte et se retourna pour la regarder. « Depuis combien de temps inventes-tu des frais supplémentaires ?» Sylvie pâlit. « Je n'ai rien inventé, docteur. C'est un malentendu. » « Ne me mens pas. » Julien croisa les bras. « J'ai vérifié les caméras. Tu as dit que la consultation coûtait 80 €. Le prix est de 50 et n'a pas changé. Ça a dû être une confusion de ma part. Combien d'autres personnes as-tu fait ça? Combien de mères pauvres sont parties sans soins parce que tu as inventé des prix? » Sylvie resta silencieuse, regardant le sol. « Tu es suspendu pour 2 semaines, dit Julien, sans salaire. Et quand tu reviendras, tu travailleras au tri, plus au comptoir de réception. Si j'entends une autre plainte sur toi maltraitant des patientes, tu seras viré. C'est clair. Mais docteur, j'ai des factures. Et ces personnes aussi. La différence, c'est que tu es là pour les aider, pas pour empirer leur situation. » Il ouvrit la porte. « Prends tes affaires et rentre chez toi. Quelqu'un va prendre ton poste pour le reste de la journée. » Sylvie quitta la pièce avec des larmes de rage dans les yeux. Julien savait qu'il s'était fait des ennemis, mais cela ne lui importait pas. Cette clinique était là pour servir la communauté, pas pour humilier ceux qui en avaient le plus besoin. Il retourna dans son cabinet et reprit le téléphone, appelant cette fois son assistante personnelle. « Marie, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, discrètement. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Aurélie arrivait enfin chez elle avec Lucas. C'était un ensemble d'habitations modestes en périphérie de Lyon, avec des immeubles de 3 étages peints de couleurs passées. Elle monta les escaliers jusqu'au 2e étage, équilibrant son fils sur la hanche et son sac sur l'épaule. L'appartement était petit, juste une chambre, un salon et une cuisine américaine. Mais il était propre et rangé, chaque chose à sa place. Aurélie posa Lucas sur le canapé usé et alluma le ventilateur. « Maintenant, maman va te donner un médicament très bon pour que tu ailles mieux, » dit-elle en forçant un sourire. Mais d'abord, elle devait acheter le médicament. Elle regarda l'horloge au mur. 3h30 de l'après-midi. Si elle se dépêchait, elle avait le temps d'aller à la pharmacie populaire près du marché avant de commencer son service de nuit. Elle travaillait comme femme de ménage dans 3 endroits différents. De 6 à 10 heures du matin, dans un bureau au centre-ville. De 3 à 6 de l'après-midi, dans une salle de sport. Et de 7 à 11 heures du soir, dans un restaurant. C'était la seule façon de payer le loyer, la nourriture et la crèche de Lucas. Mais aujourd'hui, elle ne pouvait pas travailler. Lucas était trop malade pour rester avec la voisine qui s'occupait parfois de lui. Et la crèche n'acceptait pas les enfants avec de la fièvre. Cela signifiait perdre le salaire de la journée, peut-être même son emploi au restaurant si le patron se fâchait. Aurélie respira profondément, repoussant la panique. Une chose à la fois. D'abord, le médicament. Elle prit son vieux téléphone et appela la salle de sport. « Allô, monsieur Dupont, c'est Aurélie. Écoutez, mon fils est malade, je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Désolé de prévenir si tard. » La voix à l'autre bout était irritée. « Encore, Aurélie? C'est déjà la 3e fois ce mois-ci. »« Je sais, mais il a de la fièvre, j'ai dû l'emmener chez le médecin. Écoutez, je vous apprécie, mais ça ne peut pas continuer ainsi. Soit vous venez travailler, soit je dois trouver quelqu'un d'autre. » Aurélie ferma les yeux. « S'il vous plaît, monsieur Dupont, c'est juste pour aujourd'hui. Demain j'y serai, promis. » Un silence à l'autre bout. « D'accord. Mais demain, pas d'absence, hein? Même si les poules auront des dents. »« Merci. Merci beaucoup vraiment. » Elle raccrocha et regarda Lucas, qui avait fermé les yeux sur le canapé. La poitrine du garçon montait et descendait trop vite. Aurélie toucha son front. Toujours chaud. Elle prit les billets froissés de sa poche et compta. 56 €. Est-ce que ça suffirait pour l'antibiotique? Elle mit une couverture légère sur Lucas et sortit en courant vers la pharmacie. Le soleil d'octobre brûlait sur sa peau et elle sentit la sueur couler dans son dos en descendant la rue. La pharmacie populaire était à 15 minutes à pied. Quand elle arriva, essoufflée, elle tendit l'ordonnance à l'employé. « Combien coûte ce médicament ?» Le jeune homme regarda l'ordonnance et vérifia sur l'ordinateur. 73 €.
Le monde tourna. 73 €. Elle en avait 56. Non, il n'y a pas moins cher. Un générique? C'est déjà le générique, madame. Les antibiotiques ne sont pas bon marché. Aurélie sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle ne pouvait pas pleurer ici. Pas encore. Et si je n'achète que la moitié de la boîte? On ne peut pas diviser. Il faut acheter la boîte complète avec toutes les doses. Elle resta plantée là, tenant l'ordonnance avec des mains tremblantes. Que faire? Demander un prêt à la voisine. Mais Madame Girard lui avait déjà prêté de l'argent le mois dernier et Aurélie n'avait pas encore pu le rembourser. « Madame, vous le prenez ou non ?» demanda l'employé impatient. Il y avait d'autres personnes dans la file derrière elle. « Laissez-moi réfléchir. » Elle quitta la file et resta dans un coin de la pharmacie, essayant de réfléchir. Elle pourrait tenter un crédit rapide, mais les intérêts étaient absurdes. Elle pourrait appeler sa mère, mais elle vivait en province et n'avait pas d'argent de côté non plus. Elle pourrait... Son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô? Aurélie Dubois ?» Une voix féminine, professionnelle. « Oui. Ici Marie, secrétaire du docteur Julien Moreau. Il m'a demandé de vous appeler. Il aimerait vous parler. » Aurélie fut déconcertée. « Me parler? Pourquoi? Il vous expliquera mieux en personne. Pourriez-vous revenir à la clinique demain à 10 h? Mais c'est à propos de Lucas. Il a empiré? Il s'est passé quelque chose? Non, rien de médical. Il s'agit d'une autre question. Le docteur Julien aimerait vous faire une proposition. Quel genre de proposition? Il serait préférable d'en parler en personne. Pouvez-vous venir? Aurélie hésita. Elle devait travailler demain matin au bureau, mais si c'était important... D'accord, je serai là à 10 h. Parfait. À demain alors. L'appel se termina, laissant Aurélie encore plus perplexe. Quelle proposition pouvait-il s'agir? Avait-elle fait quelque chose de mal? Le médecin avait-il changé d'avis sur la gratuité de la consultation? Elle secoua la tête et revint au problème immédiat. Le médicament. Elle avait besoin du médicament. Elle alla à la caisse et demanda s'ils acceptaient la carte de crédit. Ils acceptaient. Elle avait une vieille carte qui était à sa limite, mais peut-être qu'il restait 17 € disponibles. Elle passa la carte. Refusé. Elle la repassa. Refusé. Désolé, madame, ça ne passe pas. Aurélie rangea la carte, les joues brûlantes de honte. Les gens derrière elle, dans la file, soupiraient avec impatience. C'est alors qu'une main toucha son épaule. Elle se retourna et vit une dame âgée, qui devait avoir environ 70 ans, avec des cheveux gris attachés en chignon. « Combien te manque-t-il, ma fille ?» demanda la dame avec gentillesse. « Non, vous n'êtes pas obligé. »« Combien te manque-t-il » répéta la dame en sortant déjà de l'argent de son sac. « 17 €, murmura Aurélie, mortifiée. La dame déposa un billet de 20 sur le comptoir. « Vous réglez ces médicaments, » dit-elle au préposé, « et donnez-moi la monnaie. »« Non, je vous en prie, je ne peux pas accepter, » tenta de protester Aurélie. « Mais si. » La dame sourit. « J'ai aussi été mère d'un jeune enfant. Je sais ce que c'est. Tu me rendras l'appareil quand tu pourras. » Les larmes coulèrent enfin. Aurélie serra la dame inconnue dans ses bras, murmurant des remerciements. 10 minutes plus tard, elle rentrait chez elle en courant, la boîte d'antibiotiques serrée dans sa main. Au moins une partie du problème était résolue. Mais en arrivant à l'appartement, elle trouva un mot glissé sous la porte. C'était du syndic. Avis d'expulsion pour retard de loyer. Elle avait 15 jours pour payer ou serait expulsée. Aurélie s'appuya contre le mur et glissa au sol, tenant le mot et la boîte de médicaments. Comment en était-elle arrivée là? Quand tout avait-il autant sombré? Elle se souvint d'il y a 2 ans, quand elle était encore avec Antoine, quand elle espérait encore qu'ils formeraient une vraie famille, quand elle croyait encore en ses promesses, mais Antoine était parti quand Lucas avait seulement 3 mois. Il avait simplement disparu un jour, laissant juste un message disant qu'il n'était pas prêt à être père. Sa famille, riche et influente, n'avait jamais approuvé leur relation. Pour eux, Aurélie n'était qu'une fille pauvre qui avait tendu un piège pour s'attacher leur fils. Sa belle-mère, Brigitte, avait été très claire en se présentant à l'appartement, une semaine après la disparition d'Antoine. « Combien voulez-vous » avait-elle demandé sans même entrer. « Pour disparaître et ne plus jamais parler à mon fils ?» Aurélie lui avait claqué la porte au nez.
Maintenant, assise dans le couloir, elle se demanda si elle avait pris la bonne décision. Si elle avait accepté l'argent, Lucas ne serait pas malade dans un misérable appartement. Il ne subirait pas tout cela. Mais quand elle regarda à l'intérieur et vit le garçon endormi sur le canapé, ses cheveux bouclés collés à son front moite, Aurélie sut qu'elle referait tout exactement pareil. Lucas était la seule bonne chose dans sa vie, la seule qui donnait un sens à tout. Elle se leva, essuya ses larmes et prépara la première dose d'antibiotiques. Le lendemain matin, Aurélie se réveilla tôt après une nuit agitée. Lucas avait pleuré plusieurs fois et elle avait dû lui donner un médicament contre la fièvre au milieu de la nuit. Mais au moins sa température avait un peu baissé. Elle regarda l'heure, 7 heures du matin. 7. Elle devait partir travailler au bureau, mais elle appela pour dire qu'elle était malade. Une absence de plus, un risque supplémentaire de perdre son emploi. À 9h30, elle habilla Lucas avec les vêtements les plus propres qu'elle avait et arrangea ses propres cheveux. Elle ne savait pas ce que le docteur Julien voulait, mais quelque chose lui disait que c'était important. Elle confia Lucas à Madame Girard, la voisine, en promettant de revenir vite. La dame grogna, mais accepta comme d'habitude. Elle prit le bus pour la clinique, utilisant ses dernières pièces. Elle arriva 5 minutes avant 10 heures. La réception avait changé. Sylvie n'était pas au comptoir. À sa place, une jeune femme plus jeune sourit quand Aurélie s'approcha. « Bonjour, j'ai un rendez-vous avec le docteur Julien à 10 heures. »« Aurélie Dubois ?»« Oui. »« Asseyez-vous, il va vous appeler. » Elle s'assit sur les chaises en plastique de la salle d'attente, observant l'activité. Moins de monde que la veille. Plus calme. Un homme âgé feuilletait un vieux magazine. Une femme enceinte parlait à quelqu'un au téléphone. « Aurélie ?» Une voix l'appela. Elle se leva et vit Julien à la porte du couloir. Il portait la même blouse blanche, mais aujourd'hui avec une chemise grise en dessous. « Bonjour, docteur. »« Bonjour, suivez-moi. » Elle le suivit jusqu'au bureau. Il désigna la chaise devant le bureau, pas la table d'examen comme hier. C'était une conversation, pas un examen. « Comment va Lucas ?» demanda-t-il en s'asseyant. « Mieux. La fièvre a un peu baissé. Merci pour le médicament. »« Excellent. » Il joignit les mains sur le bureau. « Aurélie, je vous ai fait venir parce que je souhaite vous faire une proposition. » Elle se raidit. Ça y était. Il allait lui réclamer la consultation d'hier, allait dire qu'elle devait payer. « Je connais votre situation, » poursuivit Julien. « Je sais que vous êtes mère célibataire, que vous travaillez à 3 emplois, que vous arrivez à peine à payer vos factures, et je sais que votre fils mérite une vie meilleure que cela. » Aurélie sentit la colère monter. « Avec tout le respect, docteur, vous ne savez rien de moi. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé, ce que je fais pour mon fils. » « Vous avez raison. » Il leva les mains en signe d'apaisement. « Désolé, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu votre détermination hier. J'ai vu comment vous vous battez pour Lucas, et je pense que vous méritez une chance. » « Quel genre de chance ?» Julien ouvrit un tiroir et en sortit quelques documents. « Le réseau de cliniques de ma famille a créé un programme de bourses pour les employés qui souhaitent étudier. Ce sont des bourses complètes dans des universités partenaires, surtout des formations dans le domaine de la santé. » Aurélie ne comprenait pas où il voulait en venir. « Je ne suis pas employé. »« Mais vous pourriez l'être. » Il fit glisser les documents sur le bureau. « Je vous propose un poste d'agent administratif ici à la clinique, temps partiel, de 8h à midi, un salaire juste, avec tous les avantages. Et si vous vous inscrivez au programme de bourse, vous pourrez suivre des cours l'après-midi. Dans 4 ans, vous seriez infirmière diplômée. » Aurélie regarda les papiers comme s'ils allaient exploser. « Pourquoi ? Pourquoi faites-vous cela ? » ?»« Parce que je le peux, et parce que je pense que vous le méritez. Vous ne me connaissez pas. Je connais suffisamment. » Julien se renversa sur sa chaise. « Écoutez, je vais être honnête. J'ai vu ma femme maltraitée dans les hôpitaux quand elle était malade. J'ai vu des infirmières incompétentes, des médecins arrogants. Camille était une patiente atteinte d'un cancer, et certaines personnes l'ont traitée comme un numéro, pas comme une personne. » Il fit une pause, déglutissant avec difficulté. « Elle est décédée il y a 2 ans. Et depuis, j'essaie de faire la différence où je peux. J'essaie d'aider les gens qui ont du cœur, qui se soucient des autres. Et hier,
En vous voyant vous battre pour votre fils, j'ai vu cela en vous. » Aurélie resta silencieuse, digérant l'information. L'homme en face d'elle n'était pas seulement un médecin riche faisant la charité. C'était quelqu'un qui comprenait la douleur, qui comprenait la perte. « Je suis désolé pour votre femme, dit-elle doucement. Merci. » Julien se racla la gorge et revint au document. « Alors, qu'en dites-vous? Vous voulez essayer? Et mes autres emplois? Si le salaire ici les couvre, vous pouvez les quitter. Sinon, vous pouvez en garder un, mais pas trois. Vous aurez besoin de temps pour étudier. » Aurélie fit les calculs mentalement. Avec un salaire fixe à temps partiel, elle pourrait payer le loyer et le strict nécessaire. Ce serait juste, mais possible. Et la promesse d'une formation, d'un diplôme. « Il y a un piège ?» demanda-t-elle, méfiante. « Vous voulez quelque chose en échange ?» Julien rit, sincèrement surpris. « Non, aucun piège. Vous allez travailler, étudier, vous occuper de votre fils, c'est tout. Et si je n'y arrive pas, si je ne peux pas suivre la formation, alors vous continuez à travailler ici et vous réessayez quand vous serez prête. Ou vous n'essayez pas et vous restez à votre poste. Aucune pression. » Cela semblait trop beau pour être vrai, mais en regardant Julien dans les yeux, Aurélie vit de la sincérité. Elle vit quelqu'un qui voulait vraiment aider. « D'accord, » dit-elle lentement. « J'accepte. Parfait. » Il sourit. « Quand pouvez-vous commencer? Demain? Idéal. Arrivez à 8 heures. Marie vous montrera tout. » Aurélie sortit de la clinique avec l'impression de flotter. Était-ce réel? Avait-elle vraiment obtenu un emploi comme ça, sans effort? Mais au lieu d'une pure joie, elle ressentait aussi de la peur de ne pas y arriver, la peur de décevoir, la peur que tout cela arrive trop tard. Parce qu'elle n'avait toujours pas parlé de l'avis d'expulsion au docteur Julien. À propos des dettes, à propos de la belle-mère qui apparaissait de temps en temps, menaçant de lui enlever Lucas. Une chose à la fois, songea-t-elle. D'abord l'emploi, ensuite le reste. Les jours suivants, Aurélie commença sa nouvelle routine. Elle se levait à 6 heures, préparait Lucas, le déposait à la crèche à 7h30 et arrivait à la clinique à 8 heures pile. Elle passait ses matinées à organiser les dossiers, à prendre des rendez-vous, à apprendre le système. Marie, la secrétaire, était patiente et pédagogique. Elle avait la quarantaine, des cheveux blonds décolorés et un rire sonore qui emplissait le couloir. « Tu t'en sors bien, dit-elle, à la fin de la première semaine. Mieux que Sylvie déjà, et pourtant elle était là depuis 5 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Demanda Aurélie. Elle n'avait pas revu l'infirmière depuis ce premier jour. Elle a été mutée dans un autre service, loin des patients. Marie baissa la voix. Entre nous, ce n'était pas une sainte nitouche. Elle maltraitait ceux qui ne pouvaient pas payer. Le docteur Julien ne l'a pas virée uniquement parce que le syndicat protège trop. Aurélie pensa à l'offre d'emploi. Avait-elle pris la place de Sylvie? Est-ce pour cela que la femme la regardait avec tant de haine lorsqu'elle se croisait dans les couloirs? « Ne t'inquiète pas pour elle, » conseilla Marie, lisant dans ses pensées. « Le poste était vraiment nouveau, et tu mérites d'être ici. » Mais le malaise persista, surtout quand Sylvie commença à répandre des rumeurs. « Tu as entendu ?» chuchota une des aides-soignantes à la pause café. « La nouvelle, là, Aurélie, elle drague le docteur Julien. C'est comme ça qu'elle a eu le poste. »« Vraiment ?» répondit une autre, feignant la surprise. « Sylvie les a vus parler seuls dans le bureau plusieurs fois, et il a payé la consultation de son fils. Bizarre, non ?» Aurélie, qui entrait juste dans la salle de repos à ce moment-là, entendit tout. Elle sentit son visage s'échauffer de colère et d'humiliation. « Ce n'est pas vrai, » dit-elle fort, faisant se retourner les deux femmes. « Je ne drague personne, et si Sylvie a un problème avec moi, qu'elle vienne me le dire en face. » Les aides-soignantes, gênées, s'éclipsèrent rapidement. Aurélie resta là, tremblant de rage. Il y avait toujours quelqu'un pour essayer de la rabaisser. Toujours. « Ne fais pas attention au commérage, » apparut Marie à la porte. Sylvie est en colère d'avoir été mutée. Elle cherche des coupables. « Mais cela pourrait nuire au docteur Julien, » s'inquiéta Aurélie. « Les gens vont penser qu'il... » Le docteur Julien se fiche de ce que les gens pensent. Et toi non plus, tu ne devrais pas t'en soucier. Marie sourit. Maintenant, viens, il y a une pile de dossiers à classer. Mais Aurélie s'en souciait. Elle s'en souciait parce qu'elle connaissait le pouvoir des ragots.
Elle savait comment une réputation pouvait être détruite par des mots chuchotés dans les couloirs. Cet après-midi-là, lorsque Julien passa à la réception, elle l'appela. « Docteur Julien, puis-je vous parler une minute ?»« Bien sûr. » Il sembla inquiet en voyant son expression. « Un problème ?»« C'est à propos, les gens parlent, ils disent des choses. » Elle regarda autour d'elle, vérifiant si quelqu'un écoutait. « Sur nous, sur l'emploi. Ils disent que tu t'impliques avec moi pour obtenir des faveurs ?» compléta-t-il lassé. « J'ai déjà entendu. Et vous ne ferez rien? Que puis-je faire? Je ne peux pas contrôler ce que les gens pensent ou disent. » Il soupira. « Aurélie, si tu veux partir à cause de cela, je comprends. Je peux t'aider à trouver un autre emploi. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Nous qui débutons, maintenant continuons. » « Non. » Elle secoua la tête. « Je ne me laisserai pas chasser d'ici par des commérages. Je voulais juste que vous sachiez, pour ne pas vous nuire. » Julien sourit. « Il faudra plus que des ragots pour me nuire. Et tu mérites d'être ici, peu importe ce que dit Sylvie ou n'importe qui d'autre. » Il partit, laissant Aurélie un peu réconfortée. Mais la graine de l'inquiétude était semée. Les semaines passèrent et Aurélie postula au programme de bourse. Le processus était long, avec plusieurs étapes. Elle devait passer un examen, présenter des documents, subir un entretien, mais elle était déterminée. Lucas s'était complètement rétabli, redevenant le garçon joyeux et turbulent qu'il avait toujours été. La crèche envoyait des petits mots disant combien il était sage, comme il se faisait facilement des amis. Le salaire de la clinique suffisait à payer le loyer en retard et à éviter l'expulsion. Aurélie avait même réussi à rendre les 17 € à la dame de la pharmacie qui était venue à la clinique pour des examens. « Ce n'était pas nécessaire, ma fille, » dit la dame, Madame Joséphine, en recevant l'argent. « Si, c'était nécessaire. Vous m'avez sauvé ce jour-là. Alors, sauvez-moi en retour en devenant mon amie. » Madame Joséphine sourit. « Je vis seule depuis que mon mari est parti. C'est bon d'avoir des jeunes près de moi. » Et ainsi, Aurélie gagna une amie de plus. Madame Joséphine commença à lui rendre visite dans l'appartement, apportant des gourmandises et jouant avec Lucas. C'était comme avoir une grand-mère, quelque chose que le garçon n'avait jamais eu. Tout semblait s'améliorer. Jusqu'au jour où Brigitte, l'ex-belle-mère, apparut à l'entrée de la clinique. Aurélie rangeait des dossiers quand elle vit la femme entrer. Grande, mince, des cheveux blonds impeccables, des vêtements de créateur. Brigitte Mercier était tout ce qu'Aurélie n'était pas. Riche, puissante, confiante. « Pouvons-nous parler ?» demanda Brigitte sans salutation. Aurélie regarda autour d'elle. Il y avait quelques patients dans la salle d'attente. « Ce n'est pas le bon moment. »« Je ne demande pas. » Brigitte s'approcha du comptoir. « Soit tu sors maintenant pour que nous parlions, soit je fais une scène ici même. À toi de choisir. » Marie, qui avait entendu, fit signe que tout allait bien. Aurélie soupira et sortit de derrière le comptoir, emmenant Brigitte au parking. « Que veux-tu » demanda-t-elle dès qu'elles furent seules. « Je viens faire une proposition. » Brigitte ouvrit son sac cher et en sortit une enveloppe. « 200 000 € pour que tu disparaisses de la vie de Lucas. » Aurélie fut si choquée qu'elle faillit rire. « Tu es folle? Je suis pratique. » Brigitte poursuivit, froide. « Tu n'as pas les moyens d'élever cet enfant. Regarde ta vie. Tu travailles dans une clinique populaire, tu habites dans un logement social. Lucas mérite mieux. Lucas a une mère. Et c'est moi, une mère qui arrive à peine à payer son loyer. » Brigitte posa l'enveloppe sur le capot de la voiture à côté. « Avec cet argent, tu peux recommencer dans une autre ville, faire des études, avoir une vie, et Lucas grandira avec toutes les opportunités que je peux lui offrir. » « Non, réfléchis bien. » « J'ai dit non. » Aurélie faillit crier. « Lucas est mon fils, il n'est pas à vendre. Et si tu reviens après lui, j'irai voir un avocat. » « Avec quel argent ?» Brigitte rit avec dédain. « Tu as à peine de quoi manger. Un avocat est un luxe que les gens comme toi ne peuvent pas s'offrir. Alors je trouverai un moyen. » « Tu fais une erreur. » Brigitte reprit l'enveloppe. « Je suis généreuse pour l'instant, mais je peux être ton pire cauchemar si je le veux. J'ai de l'argent, de l'influence. Je peux te prendre Lucas en un clin d'œil. Essaie. » Aurélie regarda la femme droit dans les yeux. « Mais je te préviens, je me battrai. Jusqu'à mon dernier souffle. »
Elles se dévisagèrent un moment dans une tension palpable. Puis Brigitte tourna les talons et partit, ses talons hauts claquant fort sur l'asphalte. Aurélie resta là, tremblante. Non de peur, mais de colère. Comment cette femme osait-elle? Comment osait-elle offrir de l'argent pour son propre petit-fils? Elle retourna à la clinique en essayant de paraître normale, mais Marie remarqua que quelque chose n'allait pas. Qui était cette femme? Personne d'important. Aurélie? C'est mon ex-belle-mère. Elle veut me prendre Lucas. Marie devint sérieuse. A-t-elle des bases légales pour cela? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais elle est riche. Elle a des avocats coûteux. Et je ne suis que... moi. Tu devrais en parler au docteur Julien. Non, il a déjà fait assez. Je ne peux pas dépendre de lui pour tout. Mais... Marie, s'il te plaît, je vais trouver une solution. La secrétaire n'eut pas l'air convaincue, mais laissa tomber le sujet. Cette nuit-là, Aurélie parvint à peine à dormir. Elle regardait Lucas dormir dans le petit lit qu'il partageait en pensant à toutes les façons dont Brigitte pourrait utiliser pour le lui enlever. Elle pourrait invoquer des conditions de logement inadéquates. Elle pourrait dire qu'Aurélie travaillait trop et ne prêtait pas attention à son fils. Elle pourrait engager des enquêteurs pour trouver quelque chose, n'importe quoi, qui la fasse passer pour une mauvaise mère. Et le pire, c'est que Brigitte avait raison sur un point. Aurélie n'avait pas d'argent pour se battre en justice, ni pour engager un avocat, ni pour payer les frais de justice. Elle était seule dans cette histoire. Ou pas. Le lendemain matin, Aurélie arriva tôt à la clinique et se rendit directement au bureau de Julien. Elle frappa à la porte et entra lorsqu'il l'y invita. « Bonjour, j'ai besoin d'un service. » Julien leva les yeux des papiers qu'il lisait. « Bien sûr, de quoi avez-vous besoin? Une recommandation pour un avocat, de préférence un qui fasse du pro bono ou qui ne charge pas trop cher. » Il referma le dossier qu'il avait en main. Que s'est-il passé? Aurélie lui parla de Brigitte, de l'offre d'argent, des menaces. Julien écouta tout en silence, son visage devenant de plus en plus sérieux. « Elle ne peut pas te retirer Lucas sans motif légal, » dit-il lorsqu'elle eut terminé. « Tu es la mère biologique, tu as la garde légale, tu t'occupes bien de lui. Aucun tribunal n'enlèvera un enfant à sa mère simplement parce que la grand-mère est riche. Mais elle peut essayer, et le procès coûtera de l'argent que je n'ai pas. Je connais quelques avocats spécialisés en droit de la famille. Je vais appeler l'un d'eux, qui est bon et a l'habitude d'aider dans des cas comme le vôtre. Je n'ai pas de quoi payer. Laisse-moi m'en occuper, je m'arrangerai avec lui. » « Non. » Aurélie secoua la tête. « Vous avez déjà fait assez, je ne peux pas accepter plus d'aide. » « Aurélie. »« Sérieusement, docteur Julien, je vous dois déjà beaucoup. L'emploi, la bourse, la consultation gratuite. Je ne peux pas continuer à demander davantage. » Julien se renversa dans sa chaise, l'étudiant. « Et si ce n'était pas un service, dit-il lentement. Et si c'était une affaire? » « Comment ça? » « Ma clinique a besoin de quelqu'un pour assurer des gardes de nuit à la réception. 2 fois par semaine, de 7 heures à 11 heures. C'est en plus, payé séparément. Si tu acceptes, je paye l'avocat. Juste, non? » Aurélie se méfia. « Il n'y a pas de poste de garde de nuit. Vous inventez. »« Si, ça existe. Je ne l'ai tout simplement pas encore annoncé parce que je cherchais la bonne personne. » Il sourit. « Et tu es la bonne personne. C'était un mensonge. » Elle savait que c'était un mensonge, mais elle savait aussi que c'était la meilleure chance qu'elle avait d'obtenir une aide juridique, sans se sentir complètement inutile. « D'accord, » accepta-t-elle. « J'accepte les gardes. »« Parfait. Tu commences la semaine prochaine, et je contacte l'avocat dès maintenant. » Aurélie quitta le bureau avec un mélange de soulagement et de frustration. Soulagement parce qu'elle aurait de l'aide. Frustration parce qu'elle dépendait encore de la gentillesse de quelqu'un. Quand serait-elle vraiment indépendante? Quand pourrait-elle résoudre ses propres problèmes? L'avocat, maître Henri Lefebvre, appela le lendemain. C'était un homme d'une 50aine d'années, à la voix calme et professionnelle. « Maître Julien m'a expliqué votre situation. Nous devons nous rencontrer pour discuter de la stratégie. Pouvez-vous venir à mon bureau demain à 15 heures? » Aurélie réussit à changer ses horaires de travail et s'y rendit. Le bureau se trouvait dans un vieil immeuble du centre de Lyon, avec des meubles en bois sombre et des livres juridiques sur les étagères. « D'abord, j'ai besoin de tous les documents concernant Lucas, » expliqua maître Henri. « L'acte de naissance, le justificatif de garde,
Les documents médicaux? Tout. J'ai tout à la maison. Parfait. Apportez-les la prochaine fois. Ensuite, j'ai besoin que vous me racontiez tout sur le père de Lucas et sa famille. Ne cachez rien. Même les détails qui semblent sans importance peuvent être pertinents. Aurélie prit une profonde inspiration et commença à raconter. Sur sa rencontre avec Antoine à la fac, alors qu'elle était encore en première année d'administration et qu'il étudiait le droit. Sur leur coup de foudre rapide et intense, sur la grossesse non planifiée. Sa famille ne l'a jamais accepté depuis le début, expliqua-t-elle. Brigitte a dit que j'avais tout manigancé pour tomber enceinte exprès, que je voulais leur argent. Et le père? Antoine? Il est où maintenant? Je ne sais pas, il a disparu quand Lucas avait 3 mois. Il a envoyé un message disant qu'il n'était pas prêt. Depuis, rien. Ni pension, ni visite, rien. Il a renoncé officiellement à ses droits paternels? Non. Il a juste disparu. Docteur Henry a pris des notes. C'est bon pour nous. Si la grand-mère tente de demander la garde, nous allons argumenter que son fils a abandonné l'enfant. Que vous élevez seul Lucas en travaillant, en étudiant. Que vous êtes une mère dévouée. Mais si elle arrive à prouver que je n'ai pas les moyens financiers, la condition financière n'est pas le seul critère pour la garde. Ce qui compte, c'est le bien-être émotionnel de l'enfant. Lucas est bien soigné, il va à la crèche, il a de la nourriture, des vêtements propres, de l'amour. Oui, tout ça. Alors nous avons un dossier solide. Il a fermé le classeur. Je vais préparer une contestation préventive. Si elle dépose une requête, nous serons prêts. Aurélie est sortie du bureau en se sentant un peu plus confiante. Au moins, elle n'était pas seule dans cette épreuve. Les semaines ont passé dans une routine intense. Travail le matin à la clinique, cours l'après-midi à la faculté, garde de nuit 2 fois par semaine. Lucas allait à la crèche dans la journée et restait avec Madame Joséphine ou Madame Girard le soir quand Aurélie travaillait. C'était fatigant, épuisant, mais c'était aussi du progrès. À la faculté, Aurélie se distinguait. Des années de travail lui avaient enseigné la discipline et la concentration. Alors que d'autres étudiants plus jeunes manquaient les cours ou ne faisaient pas leurs devoirs, elle était toujours présente, toujours à étudier. Vous êtes un exemple. La professeure d'anatomie lui a dit après un examen. Note maximale encore. Aurélie a souri, rangeant sa copie. Chaque bonne note était une victoire, une preuve qu'elle méritait d'être là. Mais tout n'était pas tranquille. Sylvie continuait à répandre des rumeurs. Et maintenant, de nouvelles personnes l'encourageaient. J'ai entendu dire qu'elle a une liaison avec le médecin. Une étudiante a commenté dans les toilettes, sans savoir qu'Aurélie était dans une cabine. C'est pour ça qu'elle a obtenu la bourse. Vraiment? A répondu une autre. Quelle chance elle a. J'aimerais bien avoir un médecin riche pour me soutenir. Aurélie a serré les poings, respirant profondément. Cela ne valait pas la peine de répondre. Cela ne valait pas la peine d'y prêter attention. Mais ça faisait mal. Ça faisait mal de savoir que les gens minimisaient ses réussites, qu'ils ne croyaient pas qu'elle était capable par son propre mérite. Une nuit, pendant une garde à la clinique, Julien est apparu. Il était tard, presque 10 heures, et il n'avait pas l'habitude d'être là à cette heure. « Tu es encore là ?» a demandé Aurélie, surprise. « J'avais un patient dans un état grave, j'ai dû opérer. Il avait l'air fatigué, sa blouse tachée. Et toi, comment se passe la garde ? Tranquille. Juste quelques cas légers. » Il s'est assis sur une des chaises de la réception, se frottant les yeux. « Café ? Volontiers. » Aurélie est allée à la salle de pause et a préparé 2 tasses. Quand elle est revenue, il regardait dans le vide, perdu dans ses pensées. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé, en lui tendant le café. « C'est son anniversaire aujourd'hui, celui de Camille. » Aurélie s'est assise à côté de lui. « Je suis désolée. » Elle aurait eu 43 ans. Il a bu une gorgée de café. Parfois, j'oublie encore qu'elle n'est plus là. Je prends le téléphone pour l'appeler, pour raconter quelque chose, puis je me souviens. Combien de temps avez-vous été mariés ? 15 ans. Nous nous sommes rencontrés à la faculté. Elle était infirmière, la meilleure que j'ai jamais connue. Il a souri tristement. Elle avait un don avec les patients. Elle arrivait à calmer même les plus nerveux. Elle travaillait ici. Elle travaillait en oncologie dans un hôpital privé, jusqu'au diagnostic. Il a fait une pause. Cancer des ovaires. Agressif. Nous avons tout essayé.
Chimiothérapie, chirurgie, traitements expérimentaux. Rien n'a fonctionné. Et vous n'avez pas eu d'enfant? Nous avons essayé pendant des années. Nous avons fait des traitements de fertilité. Nous avons dépensé une fortune. Mais ça n'a pas marché. Julien a regardé Aurélie. C'est pour ça que je t'admire. J'admire ta force. Camille voulait tellement être mère. Et toi, avec Lucas, tu te bats tellement pour lui. Tu n'abandonnes pas. C'est inspirant. Aurélie a senti les larmes monter. Il y a des jours où j'ai envie d'abandonner, où je pense que je n'y arriverai pas. Mais tu n'abandonnes pas. C'est ça la différence. Il termina son café et se leva. Merci pour la compagnie, cela m'a aidé. Quand vous voudrez. Il partit, laissant Aurélie pensive. Julien portait tant de douleur, tant de poids. Et pourtant, il parvenait à aider les autres. Elle se promit d'être comme lui. Forte, généreuse, ne pas laisser les difficultés la rendre amère. Le mois suivant eut lieu le premier moment vraiment tendu. Aurélie était à la fac quand elle reçut un appel de la crèche. « Vous devez venir chercher Lucas », dit la directrice, tendue. « Il s'est passé quelque chose. »« Quoi? Il est blessé ?»« Non. Mais vous devez venir maintenant. » Aurélie demanda à quitter le cours et courut à la crèche. En arrivant, elle trouva Brigitte assise dans le bureau de la directrice, avec Lucas sur ses genoux. Que se passe-t-il? Aurélie entra sans frapper. « Maman !» Lucas tendit les bras, mais Brigitte le retint. « Madame Brigitte est venue chercher son petit-fils », expliqua la directrice, visiblement mal à l'aise. Elle disait avoir votre autorisation. Elle n'a aucune autorisation. Aurélie s'avança et prit Lucas des bras de Brigitte. Vous n'avez pas le droit de venir ici. Si, j'ai le droit, je suis sa grand-mère. Brigitte se leva calmement. Et je suis venue le chercher parce qu'on m'a informé que vous le laissiez ici jusqu'à tard, que vous travaillez trop et n'avez pas le temps de bien vous occuper de lui. Qui vous a dit cela? Peu importe. Ce qui compte, c'est que je vais demander la garde. J'ai déjà parlé à mes avocats, et je prouverai que vous n'êtes pas en mesure. Aurélie serra Lucas fort contre elle. Sortez d'ici, maintenant. Avec plaisir. Brigitte prit son sac. On se verra au tribunal. Elle sortit, laissant Aurélie tremblante de colère et de peur. Désolée, dit la directrice. Elle affirmait que vous aviez autorisé. J'ai trouvé ça bizarre, mais ne la laissez plus jamais entrer ici. Seulement moi, je peux venir chercher Lucas. Compris? Oui, bien sûr. Vraiment désolé. Aurélie ramena Lucas à la maison et appela immédiatement Maître Henri. Elle est venue à la crèche. Elle a essayé de l'emmener. Calmez-vous, respirez. Sa voix était professionnelle mais réconfortante. Lucas est avec vous maintenant? Oui? Parfait. D'abord, nous allons déposer une plainte. Tentative d'enlèvement non autorisée. Ensuite, je demanderai une mesure d'interdiction pour l'empêcher de s'approcher. Troisièmement, si elle engage une procédure de garde, nous contre-attaquerons avec des accusations de harcèlement et tentative d'enlèvement. Ça va marcher? Oui? Faites-moi confiance. Aurélie voulut y croire. Mais la peur était plus forte que l'espoir. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle resta éveillée à imaginer toutes les façons dont Brigitte pourrait lui prendre Lucas. Et malgré ses efforts pour être forte, une partie d'elle se demandait « Et si sa belle-mère avait raison? Et si Lucas méritait vraiment plus qu'elle ne pouvait lui offrir ?» Le lendemain matin, épuisée et les yeux rouges, Aurélie faillit renoncer à aller travailler. Mais elle se força à se lever, à préparer Lucas à suivre la routine. En arrivant à la clinique, Marie remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? Aurélie raconta l'incident à la crèche, la peur qu'elle ressentait. « Vous devez en parler au docteur Julien », insista Marie. « Je ne veux pas le déranger davantage. » Aurélie, il voudrait le savoir. Mais avant qu'Aurélie ne puisse répondre, Julien apparut dans le couloir. Et il n'était pas seul. À ses côtés se tenait Sylvie, souriant triomphalement. « Aurélie, j'ai besoin de vous parler. Dans mon bureau. Maintenant. » Son ton était froid, professionnel, différent de l'habitude. Le cœur d'Aurélie s'emballa. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle suivit les deux jusqu'au bureau. Julien ferma la porte et se posta derrière le bureau, les bras croisés. « Sylvie m'a apporté des accusations graves, commença-t-il. Sylvie s'avança. « Je vous ai vu voler, prendre de l'argent dans la boîte de dons. »« Quoi ?» Aurélie en perdit le souffle.
C'est faux. J'ai des preuves. Sylvie sortit son téléphone et montra une photo. On y voyait Aurélie près de la boîte de dons à la réception. L'image était floue, mais on distinguait sa main près de l'ouverture. J'étais juste en train d'y mettre des pièces. Aurélie expliqua désespérée. Je le mets toujours quand j'ai de la monnaie. Et j'ai des témoins qui affirment vous avoir pris de l'argent. Sylvie sourit. 2 aides-soignantes. Elles mentent. Aurélie se tourna vers Julien. Docteur Julien, vous me connaissez. Vous savez que je ne ferai jamais ça. Julien semblait partagé. Il regardait la photo, puis Aurélie, visiblement en proie à un dilemme. « Je veux vous croire, dit-il lentement. Mais ce sont des accusations graves, et il y a une photo, des témoins, des faux témoins. Une photo prise hors contexte. » Aurélie sentit les larmes couler. « S'il vous plaît, ne la croyez pas. Elle ment parce qu'elle me déteste. Je ne mens pas. » Sylvie feignit d'être offensée. « Et je vais plus loin. Je pense que vous utilisez le docteur Julien. Vous prétendez avoir besoin d'aide pour obtenir des faveurs. Je parie que même la maladie de votre fils a été exagérée. » Espèce de... Aurélie s'élança, mais Julien s'interposa. « Ça suffit. » Il leva les mains. « Aurélie, rentrez chez vous. Je vais enquêter sérieusement. En attendant, vous êtes suspendue. » Suspendue. Le mot fit mal comme un coup de poing. Mais je n'ai rien fait. C'est la procédure standard pendant l'enquête. Vous serez payé normalement, mais vous ne pouvez pas travailler jusqu'à ce que tout soit clarifié. Docteur Julien, je vous en prie. Rentrez chez vous, Aurélie. Sa voix était ferme, mais elle perçut le doute dans son regard. Nous reparlerons quand j'aurai toutes les informations. Aurélie sortit du bureau en chancelant. Cela ne pouvait pas arriver. Elle ne pouvait pas tout perdre ainsi si vite. Marie essaya de la réconforter à la réception, mais Aurélie était trop abasourdie pour l'écouter. Elle prit ses affaires et partit, ignorant les regards curieux des autres employés. En arrivant chez elle, elle s'effondra sur le canapé et pleura. Elle pleura pour tout, pour son emploi, pour l'injustice, pour la peur de perdre Lucas. Madame Joséphine, qui gardait le garçon, apparut inquiète. « Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé ?» Aurélie raconta tout entre ses sanglots. La fausse accusation, la suspension, la photo. « Cette Sylvie est une vipère, » dit Madame Joséphine, indignée. « Elle l'a toujours été, tout le monde le sait. Mais maintenant, il y a une photo, des témoins. Comment vais-je prouver que c'est un mensonge? La vérité finit toujours par éclater, vous verrez. » Mais Aurélie n'en était pas si sûre. Parfois, le mensonge l'emportait. Parfois, peu importait combien l'on se battait. Le téléphone sonna. C'était le docteur Henry. « Aurélie, j'ai reçu une notification. Brigitte Mercier a déposé une demande de garde. L'audience est dans 3 semaines. Et ainsi, alors qu'Aurélie pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, elles empirèrent. Maintenant, elle se battait sur 2 fronts. Prouver son innocence à la clinique et conserver la garde de Lucas. Et elle était seule dans cette épreuve. Parce que Julien, la personne qui l'avait le plus aidée jusqu'alors, doutait d'elle maintenant. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Les jours suivants furent les plus difficiles de la vie d'Aurélie. Suspendue de la clinique, elle passa son temps à se préparer pour l'audience et à essayer de prouver son innocence. Le docteur Henry lui demanda d'établir un emploi du temps détaillé, tous les jours où elle avait travaillé à la clinique, les horaires, ce qu'elle avait fait. Il demanda aussi à Marie et à d'autres personnes qui y travaillaient de témoigner. La bonne nouvelle, c'est que les caméras de surveillance ont tout enregistré, expliqua-t-il au téléphone. Si vous n'avez vraiment mis que de l'argent dans la boîte, cela apparaîtra sur l'enregistrement. Et le docteur Julien va le voir. Il est déjà en train de l'analyser. Je lui ai parlé hier. Aurélie eut envie d'appeler Julien, mais elle ne savait quoi dire. Une part d'elle était blessée qu'il ne lui ait pas fait confiance immédiatement. Une autre comprenait qu'il devait enquêter avant de prendre une décision. En attendant, elle devait se concentrer sur la procédure de garde. Le docteur Henry expliqua que Brigitte avançait 3 arguments principaux. Des conditions de logement inadéquates, un manque de temps pour s'occuper de Lucas à cause d'un travail excessif et une instabilité financière. Ce sont des arguments faibles, le rassura-t-il.
Mais elle a des avocats coûteux qui sauront comment les présenter. Nous devons contrer chaque point. Comment? En documentant tout. Des photos de l'appartement montrant qu'il est propre et rangé. Une attestation de la crèche sur la façon dont Lucas est bien soigné. Des justificatifs de paiement prouvant que vous payez toutes vos factures à temps. Des lettres de personnes témoignant que vous êtes une bonne mère. Aurélie passa les jours suivants à rassembler tout cela. Madame Joséphine écrivit une belle lettre sur la façon dont elle avait rencontré Aurélie et Lucas. Madame Girard, la voisine, écrivit aussi. La directrice de la crèche fournit un rapport détaillé sur le développement de Lucas. « C'est l'un des enfants les plus heureux et équilibrés que nous ayons ici, » dit-elle. Cela en dit long sur son éducation, mais même avec toute cette préparation, Aurélie était terrifiée. Brigitte avait des ressources qu'elle n'avait pas. Elle pourrait engager des enquêteurs, des psychologues, des experts. Elle pourrait faire passer Aurélie pour incompétente, même si elle ne l'était pas. Une semaine après la suspension, le téléphone sonna. C'était Marie. « Aurélie, tu devrais venir ici. Maintenant. » « Pourquoi? Il s'est passé quelque chose. Le docteur Julien a découvert la vérité. »« Surtout. Et tu voudras voir ça. » Aurélie prit Lucas et se précipita à la clinique. Quand elle arriva, elle trouva une agitation inhabituelle. Plusieurs personnes discutaient en petits groupes, toutes agitées. Marie la vit et lui fit signe. « Viens. » Tout le monde est dans l'auditorium. Aurélie la suivit, confuse. Le petit auditorium de la clinique était plein. Employés, médecins, infirmiers. Et au centre, près du projecteur, se tenait Julien. Il vit Aurélie entrer et lui fit signe de s'asseoir devant. « Maintenant que tout le monde est là, commença-t-il, je veux vous montrer quelque chose. » L'écran s'alluma, montrant des images de caméras de sécurité. « Ce sont les enregistrements des 2 derniers mois, » expliqua Julien. « Je les ai tous analysés soigneusement après les accusations portées contre Aurélie Dubois. La première image montrait Aurélie à la réception, mettant des pièces dans la boîte de dons. Comme vous pouvez le voir, elle faisait un don, elle ne volait pas. L'image suivante montrait Sylvie, pendant le service de nuit, ouvrant la boîte à dons et prenant de l'argent. Un murmure parcourut l'auditorium. Pendant 2 mois, Sylvie Laurent a détourné près de 3 000 € de dons, de l'argent destiné à aider les patients dans le besoin. Julien fit une pause, laissant l'information être assimilée. Elle a aussi fabriqué de faux témoignages, manipulé des photos et tenté d'incriminer une employée innocente. Il pressa un autre bouton et un enregistrement audio apparut. Voici Sylvie parlant aux 2 auxiliaires qui ont témoigné contre Aurélie. Écoutez, la voix de Sylvie sortait clairement des haut-parleurs. Si vous dites avoir vu Aurélie prendre de l'argent, je partagerai une partie avec vous. 500 € chacune. Personne ne saura. Un autre murmure, plus fort cette fois. Certaines personnes regardaient Aurélie avec des expressions honteuses. D'autres semblaient choquées. Sylvie Laurent a été licenciée ce matin, annonça Julien. Nous la poursuivons pour diffamation, vol et harcèlement moral. Les 2 auxiliaires ont également été licenciés. Il se tourna vers Aurélie qui était assise immobile, en train de tout assimiler. Aurélie, je m'excuse publiquement de ne pas vous avoir fait confiance immédiatement. J'aurais dû enquêter avant de vous suspendre. J'aurais dû mieux connaître votre caractère. Aurélie ne pouvait pas parler. Les larmes coulaient librement maintenant, mais c'étaient des larmes de soulagement. Vous êtes réintégré, avec le paiement rétroactif des jours de suspension. Et si vous souhaitez poursuivre la clinique pour préjudice moral, je le comprendrai parfaitement. Aurélie retrouva finalement sa voix. Je ne veux pas poursuivre, je veux juste retourner travailler. Et merci d'avoir découvert la vérité. Après la réunion, Julien appela Aurélie en privé dans son bureau. « Je suis vraiment désolé, » répéta-t-il. « J'ai douté de vous. Après tout ce dont nous avons parlé, après tout ce que j'ai vu, j'ai quand même douté. Vous avez fait ce que vous deviez faire, vous avez enquêté. C'est ce qu'un bon chef fait. Mais je vous ai blessé. Je le vois dans vos yeux. » Aurélie soupira. « J'ai été blessé, oui. Je ne vais pas mentir. Mais je comprends. Et je te pardonne. Merci. » Il semblait sincèrement soulagé. Et concernant la procédure de garde, le docteur Henry m'a tenu informé. Je peux témoigner si besoin. Vraiment? Bien sûr. Je dirai au juge exactement ce que je vois. Une mère dévouée, travailleuse, qui se bat chaque jour pour son fils.
Quelqu'un qui mérite toute l'admiration et le soutien. Aurélie sentit les larmes revenir. Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Pas besoin de remercier. Julien sourit. Vous l'avez mérité. Chaque opportunité, chaque chance. C'est vous qui les avez saisies. Je n'ai fait qu'ouvrir quelques portes. La semaine suivante, Aurélie retourna au travail. Ses collègues l'accueillirent avec des excuses et du soutien. Beaucoup se sentaient mal d'avoir cru les rumeurs. On aurait dû te faire confiance, dit une des infirmières. Désolé. Tout va bien. L'important, c'est que la vérité est éclatée. Mais même avec la situation réglée à la clinique, il restait la procédure de garde. L'audience approchait et Aurélie était de plus en plus nerveuse. Docteur Henry la prépara à ce qui l'attendait. Brigitte va essayer de vous déstabiliser. Elle posera des questions personnelles, intrusives. Elle tentera de vous faire passer pour irresponsable ou incapable. Ne tombez pas dans le piège. Répondez calmement, soyez honnête, mais ne vous laissez pas provoquer. Et si je n'y arrive pas? Et si je perds mon calme? Vous y arriverez, parce que vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Et parce que vous savez que Lucas a besoin de vous. Le jour de l'audience, Aurélie mit les vêtements les plus formels qu'elle avait. Ce n'était pas grand-chose, un pantalon de ville noir et un chemisier blanc que Madame Joséphine lui avait prêté. Mais c'était propre et présentable. Docteur Henry l'attendait à l'entrée du tribunal. Prête? Non, mais on y va quand même. Ils entrèrent dans la petite salle où aurait lieu l'audience. C'était moins formel qu'Aurélie ne l'imaginait. Juste une longue table, des chaises, et la juge, Madame Florence Petit, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et lunettes. Brigitte était déjà là, accompagnée de 2 avocats en costume coûteux. Elle regarda Aurélie avec dédain, comme s'il s'agissait d'une saleté collée à sa semelle. « Bonjour à tous », commença la juge. « Ceci est une audience préliminaire concernant la demande de garde de l'enfant Lucas Dubois-Mercier. Nous allons entendre les arguments des 2 parties. » L'avocat de Brigitte se leva et entama un discours préparé sur l'inquiétude de la grand-mère pour le bien-être de son petit-fils, sur l'absence de conditions adéquates de la mère, sur le fait que Lucas méritait une vie meilleure. Aurélie serra les mains sous la table, s'efforçant de rester calme. Puis ce fut au tour de docteur Henry. Il présenta tous les documents rassemblés, les lettres, les rapports de la crèche, les justificatifs financiers. Il montra des photos de l'appartement d'Aurélie, propre et bien rangé. « Ma cliente n'a peut-être pas beaucoup d'argent, » argumenta-t-il, « mais elle a quelque chose de plus important, de l'amour et du dévouement. Lucas est bien soigné, heureux, en bonne santé. Il n'y a aucune raison légale de le séparer de sa mère. » La juge écouta tout en silence, prenant des notes. « Je voudrais poser quelques questions, » dit-elle finalement, en regardant Aurélie. « Pourquoi le père de l'enfant n'est-il pas présent ?» Aurélie respira profondément. « Il nous a abandonnés quand Lucas avait 3 mois, votre honneur. Il n'est jamais revenu, n'a jamais payé de pension, jamais rendu visite. Et vous avez tenté de le contacter ? J'ai essayé au début, mais il a bloqué mon numéro. Sa famille m'a dit de ne plus le chercher. » La juge regarda Brigitte. « Vous êtes la mère de cet homme qui a abandonné son propre enfant, c'est bien ça ?» Brigitte se tortilla sur sa chaise. « Mon fils était perdu, sous pression. C'était une erreur de jugement. » « Une erreur qui dure depuis 2 ans ?» La juge leva un sourcil. « Et dites-moi, pendant tout ce temps, avez-vous essayé de garder contact avec votre petit-fils ? Avez-vous proposé votre aide à la mère? Une pension alimentaire volontaire ? J'ai proposé une aide financière, oui. Quel type d'aide? » L'avocat de Brigitte tenta d'intervenir, mais la juge lui fit signe de se taire. « Quel type d'aide, Madame Mercier ?» Brigitte hésita. « Je lui ai offert 200 000 € pour recommencer sa vie ailleurs. »« Sans l'enfant », compléta la juge en feuilletant les documents. « Parce qu'ici, dans le dossier, il est indiqué que vous avez offert de l'argent en échange de la garde totale. Ce n'est pas de l'aide. C'est un achat. » Un silence tendu envahit la salle. Aurélie voulait crier de soulagement, mais se contrôla. « Je vais être clair, » poursuivit la juge. « Je ne vois aucune raison légale pour retirer cet enfant à sa mère. Lucas est bien soigné, bien nourri, bien équilibré. La mère travaille, étudie, se dévoue. Le fait qu'elle ne soit pas riche n'est ni un crime, ni un motif pour perdre la garde. » Brigitte pâlit. « Mais votre honneur, je n'ai pas fini. » La juge se tourna vers Aurélie. « Maintenant, vous ne pouvez pas non plus refuser tout contact entre l'enfant et la famille paternelle.
Lucas a le droit de connaître sa grand-mère, même si le père est absent. Je vais donc ordonner des visites supervisées. 1 fois par mois, 2 heures, dans un lieu neutre. Aurélie voulait protester, mais le docteur Henry toucha son bras, lui indiquant d'accepter. D'accord, votre honneur. La demande de garde est rejetée. La juge frappa son marteau. La garde reste avec la mère. La prochaine audience est pour définir les détails des visites. Vous pouvez partir. Aurélie sortit de là en flottant. Elle avait gagné. Lucas resterait avec elle. Dehors, devant le tribunal, Brigitte l'intercepta. « Vous avez peut-être gagné aujourd'hui, » chuchota-t-elle. « Mais ce n'est pas fini. Je vais vous surveiller, et à la première erreur, je reviens ici. Je ne ferai pas d'erreur. » Aurélie la regarda fixement. « Et si vous teniez vraiment à Lucas, vous essaieriez d'avoir une relation saine avec lui, pas de me l'enlever. Vous ne savez rien de moi. Je sais que vous êtes seul, que vous avez perdu votre mari et que vous êtes en train de perdre votre fils. Et au lieu d'essayer de réparer votre relation avec Antoine, vous essayez de contrôler votre petit-fils. » Aurélie adoucit sa voix. « Lucas peut connaître sa grand-mère, mais à mes conditions, en me respectant. Si vous n'y arrivez pas, alors il vaut mieux rester à l'écart. » Brigitte resta sans voix. Puis elle tourna les talons et partit, ses talons claquant fort sur le sol. Le docteur Henry sourit à Aurélie. « Vous vous en êtes très bien sorti, tant à l'audience que maintenant. Merci pour tout. C'est mon travail. Et pour votre information, le docteur Julien a déjà payé mes honoraires. Vous ne me devez rien. » Avant qu'Aurélie puisse protester, il était déjà en train de partir. Elle resta immobile, digérant tout cela. Elle avait réussi. Malgré tout, elle avait réussi à garder Lucas. Son travail était sûr. La fac se passait bien, le procès était gagné. Pour la première fois depuis longtemps, Aurélie se permit de ressentir un véritable espoir. Dans les semaines qui suivirent, la vie reprit une routine plus calme. Aurélie travaillait, étudiait, s'occupait de Lucas. Les visites avec Brigitte furent compliquées au début, tendues et formelles. Mais peu à peu, quelque chose changea. Brigitte arriva à la 3e visite avec un cadeau, une petite voiture pour Lucas. « J'ai pensé qu'il aimerait, » dit-elle, presque timide. Lucas adora. Il joua avec la voiture pendant que les 2 femmes parlaient. « Mon mari adorait les voitures, » commenta Brigitte. « Il en avait une collection. Antoine jouait avec quand il était enfant. »« Où est-il maintenant ?»« Antoine ?» demanda Aurélie. « À Paris. Il travaille dans le cabinet d'avocat d'un ami de la famille. » Brigitte soupira. « Il ne m'a pas parlé depuis 1 an. Il ne répond pas à mes appels. Pourquoi? Parce que je lui en ai trop demandé. Parce que je voulais qu'il soit parfait. Et quand il ne l'était pas, quand il a fait des erreurs, je n'ai pas su gérer. » Elle regarda Lucas. « Je suis en train de faire la même erreur avec vous. J'essaie de contrôler au lieu d'accepter. » Aurélie fut surprise par son honnêteté. « Je ne veux pas vous enlever, Lucas, » continua Brigitte. « Pas vraiment. Je veux juste faire partie de sa vie. Mais je ne sais pas comment. Vous pouvez commencer par arrêter de me traiter en ennemi. » Aurélie offrit un petit sourire. « Et qui sait, en essayant de réparer les choses avec votre fils aussi. Lucas mérite de connaître son père. Antoine ne veut pas en entendre parler, parce que personne ne l'a poussé, personne ne l'a tenu responsable, mais peut-être qu'il est temps. » Brigitte acquiesça lentement. « Peut-être. » Ce ne fut pas une transformation immédiate, mais ce fut un début. Et Aurélie apprit que parfois, les gens faisaient des choses mal pour de bonnes raisons. Brigitte n'était pas une méchante, c'était juste quelqu'un qui avait trop perdu et qui était désespéré de ne plus perdre. À la clinique, les choses s'améliorèrent également. Avec Sylvie et les auxiliaires malhonnêtes partis, l'ambiance devint plus légère. Julien embaucha de nouvelles personnes, soigneusement choisies pour leurs compétences et leur caractère. L'une d'elles était Jeanne, une infirmière de 62 ans, qui venait de revenir sur le marché du travail après avoir pris soin de sa mère malade. « J'ai adoré votre histoire », dit-elle à Aurélie le premier jour. « Marie me l'a raconté. Vous êtes une inspiration. » « Moi, je n'ai rien fait de spécial. »« Si, vous l'avez fait. Vous vous êtes battu. Vous n'avez pas abandonné. C'est plus que ce que beaucoup de gens font. » Jeanne sourit. « Et vous savez, j'ai vécu quelque chose de similaire il y a longtemps.
J'ai aussi été mère célibataire. J'ai élevé 3 enfants seuls. C'était dur, mais regardez, ça a marché. Tous diplômés, employés, heureux. Aurélie gagna une amie de plus et une autre mentor. Jeanne lui apprit des astuces de soins infirmiers, partagea des expériences, donna des conseils. « Vous avez un talent pour cela », dit Jeanne après avoir vu Aurélie s'occuper d'un patient âgé anxieux. « Vous arrivez à calmer les gens. C'est un don. » À la faculté, Aurélie continua à se démarquer. À la fin du premier semestre, elle fut choisie pour représenter sa classe lors d'un symposium étudiant. « Votre histoire de résilience va inspirer beaucoup de monde », expliqua la professeure. « Nous voulons que vous racontiez votre parcours, de mère célibataire travailleuse à future infirmière. » Aurélie fut nerveuse à l'idée, mais accepta. Le jour du symposium, elle monta sur scène avec les jambes tremblantes. « Je m'appelle Aurélie Dubois », commença-t-elle. « Et il y a 1 an, je m'effondrais en larmes dans une salle d'attente, suppliant qu'on soigne mon fils malade. Aujourd'hui, je suis ici, étudiant pour devenir infirmière. Et je veux vous raconter comment j'en suis arrivée là. » Elle raconta tout. Le désespoir, l'humiliation, la rencontre avec Julien, la bourse, le travail, les difficultés, la procédure de garde, la fausse accusation, la lutte pour prouver sa valeur. Quand elle eut terminé, il y avait des larmes sur de nombreux visages dans le public, et lorsqu'elle descendit de scène, plusieurs personnes vinrent la voir. « Votre histoire m'a touché », dit une dame âgée. « J'ai vécu quelque chose de similaire. C'est bon de savoir qu'on n'est pas seul. »« Vous êtes courageuse », commenta un jeune homme. « Ma mère nous a élevés, mes frères et moi, seuls aussi. Je lui ai toujours été reconnaissant, mais seulement maintenant je comprends à quel point c'était difficile. » Aurélie rentra chez elle ce soir-là en se sentant validée. Son histoire comptait. Son combat avait un sens. Mais le chemin était loin d'être terminé. Il lui restait des années d'études devant elle. Elle avait encore des factures à payer, des défis à relever. Et puis quelque chose d'inattendu arriva. Madame Joséphine, la dame qui l'avait aidée avec le médicament, tomba malade. Un cancer agressif que les médecins découvrirent trop tard. Aurélie passa les derniers mois de la vie de Madame Joséphine à s'occuper d'elle. Elle lui rendait visite tous les jours, apportait de la nourriture, tenait compagnie. Elle appliqua tout ce qu'elle apprenait à la faculté pour rendre les derniers jours de son amie plus confortables. « Vous êtes un ange », chuchota Madame Joséphine un après-midi. « Vous êtes apparu dans ma vie juste quand j'en avais le plus besoin. Vous êtes apparu dans la mienne aussi. Vous m'avez aidé quand je n'avais personne. Promettez-moi une chose. » Madame Joséphine serra la main d'Aurélie. « Continuez à aider les gens. Vous avez ce don, ce cœur. Promettez. » « Je promets. » Madame Joséphine s'en alla 2 semaines plus tard, dans son sommeil. Aux funérailles, Aurélie découvrit qu'elle n'avait pas de proches parents. Seulement quelques neveux éloignés qui se montraient à peine. L'avocat de la famille contacta Aurélie quelques jours après l'enterrement. « Madame Joséphine a laissé quelque chose pour vous, » dit-il en tendant une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre et quelques documents. « Chère Aurélie, » commençait la lettre, « si tu lis ceci, c'est que je suis déjà partie. Ne sois pas triste. J'ai vécu une vie bonne et longue, et ces derniers mois, avec toi et Lucas, ont été les plus heureux depuis longtemps. Je veux te laisser mon appartement, il est payé, sans dette, il est petit, mais il est à toi. Pour que toi et Lucas ayez un endroit sûr où vivre. Pour que tu n'aies plus jamais peur d'être expulsé. Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude. Tu m'as offert de la compagnie, de l'affection, de la dignité dans mes derniers jours. C'est ma façon de te remercier. Sois heureuse, ma fille, et continue d'être cette personne merveilleuse que tu es. Avec amour, Joséphine. » Aurélie pleura en tenant la lettre. Elle pleura l'amie qu'elle avait perdue, mais aussi le don qu'elle avait reçu, un foyer, un lieu à elle. L'appartement de Madame Joséphine était dans le même immeuble où Aurélie habitait, mais 2 étages plus haut. Il était plus grand, avec 2 chambres et un petit balcon. « Lucas va avoir sa propre chambre », commenta Madame Girard, en aidant Aurélie avec le déménagement. Quelle bénédiction! C'était plus qu'une bénédiction. Aurélie regarda autour de son nouveau foyer. C'était un miracle. Mais elle savait que ce n'était pas un miracle. C'était la conséquence de ses choix, de sa bonté, d'avoir aidé quelqu'un sans rien attendre en retour. Et cela changea sa perspective sur tout, parce qu'elle comprit enfin que la vie n'était pas une question d'argent ou de pouvoir. C'était une question de lien, d'aider,
d'être gentil même quand c'était difficile. Les mois passèrent et Aurélie termina sa première année de faculté avec d'excellentes notes. En deuxième année, elle commença à faire des stages à l'hôpital. C'est là qu'elle vit de ses propres yeux ce que Camille, la femme de Julien, avait dû affronter. Des patients traités comme des numéros, des familles ignorées, la douleur non reconnue. Et Aurélie se promit de ne jamais être comme ça. Chaque patient dont elle s'occupait recevait toute son attention. Chaque famille était écoutée. Chaque douleur était validée. Les patients l'adoraient. Ils demandaient spécifiquement qu'Aurélie s'occupe d'eux. « Tu as un don », commenta le superviseur de stage. « J'ai vu des infirmières avec 20 ans d'expérience qui n'ont pas la moitié de ton empathie. » Un jour, Julien apparut à l'hôpital pour rendre visite à un collègue qui avait été opéré. Il vit Aurélie dans le couloir, parlant gentiment à un patient âgé qui pleurait. « Vous avez mal, monsieur Marc ?» demanda-t-elle. « Non, c'est que ma fille n'est pas venue aujourd'hui. Elle avait dit qu'elle viendrait, mais elle n'est pas venue. Elle doit être occupée, mais je suis là. Voulez-vous que je vous fasse la lecture? J'ai apporté le journal. » Le vieil homme sourit entre ses larmes. « Vous le feriez vraiment? » « Bien sûr. » Julien observa pendant quelques minutes, ému. Ce qu'il voyait chez Aurélie était exactement ce que Camille avait. Cette capacité à se soucier sincèrement. Quand Aurélie sortit de la chambre, il l'intercepta. « Tu t'en sors très bien. Docteur Julien. » Elle sourit. « Je ne savais pas que vous étiez là. Je suis venu voir un ami, mais j'ai fini par vous voir avec ce patient. C'était beau. Ah, monsieur Marc est un amour. Il est juste seul. Aurélie, je peux te dire quelque chose? Bien sûr. » Ils s'assirent sur un banc dans le couloir. « Quand Camille était malade, commença Julien, elle avait une infirmière qui était comme toi, gentille, patiente. Elle la faisait rire même dans les pires jours. Et j'ai toujours pensé, le monde a besoin de plus de personnes comme ça. Camille a eu de la chance d'avoir cette infirmière, et les patients ont de la chance de t'avoir. » Il la regarda. « Tu sais que ma mère est morte quand j'étais enfant, n'est-ce pas? » Je ne savais pas. Cancer aussi, j'avais 12 ans, et l'infirmière qui s'est occupée d'elle dans ces derniers jours était la personne la plus gentille que j'ai connue. C'est elle qui m'a inspiré à faire médecine. Il fit une pause. « Tu inspires d'autres personnes de la même façon, Aurélie. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est le cas. » Aurélie sentit ses yeux se remplir de larmes. « Merci de dire ça. C'est la vérité. » Julien se leva. « Et je veux te faire une invitation. Quand tu auras terminé tes études, viens travailler avec moi. J'ai des projets pour ouvrir un centre de soins humanisés. Je veux que tu en fasses partie. Il me reste 2 ans avant d'obtenir mon diplôme. Je peux attendre. » Cette conversation est restée avec Aurélie pendant des semaines. L'idée de travailler avec Julien, de faire partie de quelque chose de plus grand, l'enthousiasmait. Mais il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir. La deuxième année à l'université fut plus difficile que la première. Les matières étaient plus complexes, les stages plus exigeants. Il y eut des moments où Aurélie voulut abandonner. Des moments où tout semblait impossible à concilier. Le travail, les études, la maternité, ce fut Lucas qui la maintint forte. Quand elle rentrait à la maison épuisée, il courait lui faire un câlin. « Maman, j'ai appris une nouvelle chanson à la crèche », disait-il joyeusement, sans remarquer sa fatigue. Et Aurélie souriait et lui demandait de chanter, parce que ces moments étaient ce qui rendait tout worthwhile. Brigitte continua ses visites mensuelles, et étonnamment, leur relation s'était beaucoup améliorée. Elle avait cessé de vouloir tout contrôler, et se contentait de profiter de son petit-fils. « Il est tout à fait comme Antoine à son âge », commenta-t-elle lors d'une visite en regardant Lucas jouer. « Têtu, mais doux. Tu lui as parlé récemment ?»« Hier, pour la première fois depuis plus d'1 an. » Brigitte sourit tristement. « Suivant ton conseil, j'ai arrêté de faire des reproches et j'ai commencé à écouter. Ça fait une différence. Tant mieux. Et lui, il veut rencontrer Lucas. Il a demandé si tu permettrais. » Aurélie se tendit. Antoine, l'homme qui l'avait abandonné, elle et leur fils, voulait maintenant réapparaître? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je comprends ton hésitation. Il ne le mérite pas, je sais. Mais il est le père de Lucas. Et peut-être a-t-il changé.
Ou peut-être qu'il va blesser Lucas comme il m'a blessé. Je peux garantir sa présence, m'en assurer. Et s'il fait quoi que ce soit de mal, c'est moi qui le remettrai à sa place. Brigitte la regarda sincèrement. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer, pour Lucas. Aurélie y réfléchit pendant des jours. Elle en parla à Madame Girard, à Jeanne, même à Marie. Toutes donnèrent des avis différents. Un enfant mérite de connaître son père, dit Madame Girard. Mais le père doit mériter de connaître son fils, argumenta Jeanne. Finalement, ce fut Julien qui donna le conseil décisif. Lucas va finir par poser des questions sur son père, dit-il. Mieux vaut qu'il le rencontre maintenant pendant que tu peux contrôler comment ça se passe, que plus tard, quand il sera plus grand, et que tu ne pourras plus le protéger. Aurélie accepta, mais elle établit des règles. La première rencontre serait brève dans un lieu public en sa présence, et au premier signe qu'Antoine allait blesser Lucas, elle mettrait fin à tout. La rencontre eut lieu dans un parc, un samedi matin. Aurélie arriva tôt avec Lucas, qui était excité parce qu'ils allaient voir des oiseaux. Puis elle vit Antoine s'approcher. Il avait changé. Il était plus maigre, avec des cernes. Il semblait brisé. « Aurélie, dit-il, la voix rauque. « Antoine. »« C'est Lucas ?»« Oui. » Antoine s'agenouilla devant son fils, qui le regardait avec curiosité. « Salut, champion. Je suis ton père. » Lucas regarda Aurélie, perplexe. « Maman, c'est vrai ?»« Oui, mon chéri. »« Où étais-tu » demanda Lucas, directement comme seuls les enfants savent le faire. Antoine avala difficilement. « J'étais loin. Et c'était mal, très mal. J'aurais dû rester ici avec toi et ta mère. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Parce que j'ai été lâche. J'ai eu peur. » Il regarda Aurélie. « Mais il n'y a pas un jour où je ne le regrette pas. Pas un jour où je ne pense à toi. Si tu pensais à nous, pourquoi n'es-tu pas revenu ?» demanda Aurélie froidement. « Parce que je pensais qu'il était trop tard, que vous étiez mieux sans moi, que j'avais tout gâché de façon irréversible. » Il essuya ses yeux. « Mais ma mère m'a fait comprendre qu'il n'est jamais trop tard, que je ne peux peut-être pas corriger le passé, mais que je peux essayer de faire différemment à l'avenir. Si tu me le permets. » Aurélie regarda Lucas, qui observait son père avec de grands yeux curieux. « Une chance, dit-elle finalement. Une chance de prouver que tu as changé. Mais si tu lui fais du mal, si tu disparais encore, je jure que tu ne t'approcheras plus jamais. Je ne lui ferai pas de mal, je te le promets. » Cette première rencontre avait été étrange et inconfortable, mais elle s'était bien terminée avec Lucas et Antoine jouant au ballon tandis qu'Aurélie observait de loin. Au cours des mois suivants, Antoine commença à participer davantage. Il rendait visite à Lucas une fois par semaine. Il paya volontairement une pension alimentaire en retard. Il s'inscrivit même à une thérapie pour gérer ses propres problèmes. « Je sais que je ne mérite pas le pardon, » dit-il à Aurélie lors d'une de ces rencontres. « Et je ne le demande pas. Mais je veux que tu saches que je t'admire énormément. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli. Seul, sans mon aide. » « Je n'étais pas seul, » corrigea Aurélie. « J'ai eu l'aide de beaucoup de gens, des personnes qui se sont souciées quand toi tu ne l'as pas fait. Comme le docteur Julien. Oui, et d'autres aussi. » Antoine hocha la tête. « C'est un homme bien. Et vous êtes ensemble ? » ?»« Non, c'est mon patron et mon ami. Rien de plus. » « Mais était-ce vrai ? » Ces derniers mois, Aurélie avait commencé à ressentir quelque chose de différent quand elle était près de Julien. Une connexion qui allait au-delà de la gratitude ou de l'amitié. Et au regard qu'il lui lançait, aux conversations qui duraient plus que nécessaire, elle soupçonnait qu'elle n'était pas la seule à le sentir. Mais aucun des deux ne faisait rien. Peut-être parce qu'ils portaient tous deux des blessures, peut-être parce que c'était trop compliqué, peut-être parce qu'ils ne voulaient pas gâcher ce qu'ils avaient. À la fin de la 2e année de faculté, un incident survint qui changea tout. Aurélie était en stage lorsqu'on amena un patient dans un état critique, polytraumatisé d'un accident de voiture. L'équipe médicale courait, criant des instructions. « La pression chute. J'ai besoin de sang O négatif maintenant. »« Où est le médecin ?» Aurélie s'approcha pour aider et se figea. Sur le brancard, couvert de sang et inconscient, se trouvait Julien. Le monde s'arrêta. Elle ne pouvait plus bouger, plus penser. « Infirmière, j'ai besoin de vous ici !» cria le médecin. Mais Aurélie ne pouvait pas.
C'était Julien. Julien qui avait sauvé Lucas. Qui lui avait donné une chance? Qui était devenu plus qu'un patron, plus qu'un ami? Infirmière. Jeanne apparut de nulle part et prit Aurélie par les épaules. « Tu ne peux pas aider ici. Sors, va dans la salle d'attente. Je m'occupe de lui. »« Mais, fais-moi confiance, va. » Aurélie sortit en titubant dans le couloir. Elle s'appuya contre le mur et glissa au sol, tremblante. Elle ne pouvait pas perdre Julien. Pas maintenant. Pas comme ça. Les heures qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Elle resta dans la salle d'attente, priant en silence. Marie arriva, en pleurs. D'autres employés de la clinique apparurent. Enfin, Jeanne sortit de la salle d'opération. Elle était fatiguée, mais souriait. Il va bien. C'était difficile, mais il va survivre. Le soulagement fut si intense qu'Aurélie éclata en sanglots sur place. Il fallut 2 jours pour que Julien se réveille. Aurélie resta à l'hôpital tout ce temps, refusant de rentrer chez elle. Elle dormait sur les chaises inconfortables, mangeait à la cafétéria, attendait. Quand il ouvrit enfin les yeux, la première chose qu'il vit fut Aurélie assise à côté du lit. « Salut » murmura-t-il d'une voix faible. « Salut ». Elle sourit à travers ses larmes. « Bon retour parmi nous. Qu'est-ce qui s'est passé? »« Un accident de voiture. Tu as été percuté par un conducteur ivre. » Elle lui prit la main. « Tu nous as fait peur. Combien de temps j'ai été absent? » « 2 jours. Et tu es resté ici tout ce temps? » « Bien sûr que oui. » Julien serra sa main. « Merci. »« Pas de quoi. » Aurélie essuya ses larmes. « Tu as tant fait pour moi. C'était le moins que je puisse faire. »« Aurélie, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Tu peux attendre d'aller mieux. »« Non, ça peut être maintenant. » Il respira profondément, grinçant de douleur. « Quand j'étais là-bas, inconscient, j'ai fait des rêves. Avec Camille. Elle était heureuse, en paix. Et tu sais ce qu'elle a dit ?» Aurélie secoua la tête. « Elle m'a dit d'arrêter de porter cette culpabilité, de vivre à nouveau, de me permettre de ressentir des choses. » Il la regarda dans les yeux. « Et je ressens des choses pour toi, depuis des mois, peut-être plus. Mais j'avais peur. Peur de trahir la mémoire de Camille. Peur d'être inapproprié. Tu es mon employé, tu es plus jeune que moi. Tu as un fils. Julien. Mais frôler la mort m'a ouvert les yeux. M'a fait voir que la vie est trop courte pour la peur. Alors je vais le dire. » Il serra sa main plus fort. « Je suis tombé amoureux de toi, Aurélie, de ta force, ta bonté, ta détermination, de qui tu es. » Aurélie en resta sans voix. Une partie d'elle le savait, le soupçonnait, mais l'entendre à haute voix était différent. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, » poursuivit Julien. « Je sais que c'est compliqué. Je sais que tu es concentré sur la fac, sur Lucas. Et je ne veux pas te mettre la pression. Je voulais juste que tu le saches. Qu'un jour, peut-être, si tu ressens quelque chose de similaire, je le ressens. » Les mots sortirent, avant qu'elle ne puisse les retenir. « Je le ressens, Julien, depuis un moment. Mais j'avais peur aussi. Peur de confondre gratitude et amour. Peur que tu m'aides par pitié. Peur que tout échoue et que je perde tout ce que j'ai bâti. Ce n'est pas de la pitié. Jamais. » Julien sourit. « Et rien n'échouera, parce qu'on va y aller doucement, sans précipitation, au rythme qui nous convient. Au rythme qui nous convient. » Aurélie lui sourit en retour. Ils restèrent ainsi, les mains entrelacées, se regardant simplement. Ce n'était pas le début d'un film romantique. C'était réel, compliqué, imparfait. Mais c'était le leur. La convalescence de Julien prit des semaines. Il avait plusieurs côtes cassées, un léger traumatisme crânien et une jambe fracturée. Il ne pouvait pas travailler, à peine bouger. Aurélie et Marie prirent temporairement la direction de la clinique. Ce fut un défi, mais Aurélie découvrit qu'elle aimait diriger, prendre des décisions, faire la différence à plus grande échelle. « Tu as du talent pour ça aussi, » remarqua Marie. « Pas seulement pour soigner les patients, mais pour gérer, organiser. »« Tu crois vraiment ? » ?»« J'en suis sûr. Tu as déjà pensé à faire un master en gestion hospitalière. » Aurélie n'y avait pas pensé, mais l'idée fut plantée.
Quand Julien reprit le travail, boitant avec des béquilles, il trouva la clinique fonctionnant mieux que jamais. « Tu as fait des miracles ici, » dit-il à Aurélie. « J'ai juste maintenu le fonctionnement. »« Non, tu as amélioré les choses. Regarde ces chiffres, ces nouveaux processus. Tu as vraiment un don. » Ce soir-là, après le départ de tous, Julien appela Aurélie dans son bureau. « J'ai une proposition, mais cette fois, ce n'est pas professionnel. C'est personnel. » Aurélie s'assit, curieuse. « Quelle proposition? Tu veux dîner avec moi, demain soir? Dans un vrai restaurant, pas à la cafétéria de la clinique ?» Elle sourit. « Comme un rendez-vous » ? Exactement comme un rendez-vous. Il semblait nerveux, ce qui était adorable. « Je sais que c'est étrange, avec moi qui suis ton patron et tout, mais je veux bien faire les choses, te connaître en dehors du travail, voir qui nous sommes quand il n'y a pas de garde ou de dossiers médicaux entre nous. J'adorerais, mais à une condition. Laquelle? Je paie la moitié. Ce n'est pas une faveur, c'est un rendez-vous. Alors, on partage tout. » Julien rit. D'accord. Le premier rendez-vous fut à la fois maladroit et parfait. Ils parlèrent de tout sauf du travail, de leurs enfances, de leurs rêves, de leurs peurs. « J'ai peur de ne pas être une mère assez bonne, » avoua Aurélie, « d'être si occupée par le travail et les études que je rate des moments importants avec Lucas. Tu es une mère incroyable. Lucas sait qu'il est aimé, et parfois, le mieux qu'on puisse faire pour nos enfants, c'est de leur montrer que travailler dur en vaut la peine, qu'étudier est important, qu'il est possible de ne jamais abandonner. Et toi, quelle est ta peur? » Julien resta silencieux un instant. « J'ai peur de ne pas pouvoir aimer à nouveau, de comparer toute nouvelle relation avec ce que j'ai vécu avec Camille et de trouver que ça n'arrive pas à la cheville. » Il regarda Aurélie. « Mais avec toi, c'est différent. Je ne compare pas. Je découvre quelque chose de nouveau. » Ils ne s'embrassèrent pas ce soir-là. Ils s'étreignirent simplement à la porte de l'immeuble d'Aurélie, une étreinte longue et serrée qui en disait plus que des mots. Les mois suivants furent faits de découvertes. Ils sortaient quand ils le pouvaient, en respectant toujours le rythme de l'autre. Julien rencontra Lucas officiellement en tant que petit ami de sa mère, et non plus comme médecin. « Tu es le petit ami de maman ?» demanda Lucas directement. « Oui, si tu es d'accord. Tu es sympa. » Lucas retourna jouer avec ses petites voitures. « Tu peux être son petit ami. » Aurélie et Julien rirent de la permission enfantine, mais cela signifiait énormément. Antoine fut surpris quand il l'apprit, mais le respecta. « Tu mérites d'être heureuse, » dit-il. « Et le docteur Julien est un homme bien meilleur que je ne l'ai été. Tu es un homme bien maintenant. Tu fais des efforts. C'est ce qui compte. » La relation d'Aurélie avec Brigitte avait également évolué. Son ancienne belle-mère s'était même proposée pour garder Lucas quand Aurélie avait des examens importants. « Ce n'est pas un sacrifice, » insista Brigitte. « C'est un plaisir. Je veux vraiment faire partie de sa vie. » En 3e année de faculté, Aurélie était première de sa classe, mais elle était aussi épuisée. Gérer le travail, les études, la vie amoureuse et la maternité était éreintant. « Tu as besoin de te reposer, » dit Julien un soir où elle manqua de s'évanouir de fatigue. « Je ne peux pas. J'ai un examen demain. » « Aurélie, si tu t'épuises, tu ne pourras rien faire de tout cela. » Il prit ses livres. « Ce soir, tu vas te coucher tôt. L'examen peut attendre quelques heures de sommeil. » « Mais... » « Pas de mais. Ordre médical. » Elle rit mais obéit. Et elle se réveilla en sentant qu'elle pouvait conquérir le monde. L'examen fut excellent. Mais plus important encore, Aurélie avait appris une leçon. Elle ne pouvait pas tout faire seule. Elle devait accepter de l'aide. Elle devait se reposer. Elle devait prendre soin d'elle pour pouvoir prendre soin des autres. C'est alors qu'elle décida de commencer une thérapie. Quelque chose qu'elle avait évité car elle pensait que c'était un luxe inutile. Mais Julien insista allant jusqu'à proposer de payer. « Ce n'est pas parce que je pense que tu as des problèmes, » expliqua-t-il. « C'est parce que tout le monde bénéficie d'avoir quelqu'un à qui parler. Quelqu'un d'impartial qui peut t'aider à digérer tout ce que tu as traversé. » La thérapie changea beaucoup de choses. Elle aida Aurélie à comprendre qu'elle n'avait rien à prouver à personne, que sa valeur ne résidait pas dans le fait de travailler jusqu'à l'épuisement, mais dans le fait de bien vivre. « Tu as déjà accompli tant de choses, » dit la thérapeute, docteur Valérie. « Mais on dirait que tu cours encore. De quoi est-ce que tu fuis ?» Aurélie mit des semaines à répondre honnêtement. « Je fuis la pauvreté, la peur de retourner là où j'étais,
d'être humiliée à nouveau. Et si je te disais que tu n'y retourneras jamais, que tu as construit des choses trop solides pour s'effondrer? Je ne sais pas si j'arrive à le croire. Alors travaillons là-dessus, jusqu'à ce que tu y crois. Et ils travaillèrent. Séance après séance, Aurélie laissa partir sa peur. Elle se permit d'être heureuse sans culpabilité. Elle accepta qu'elle méritait tout ce qu'elle avait accompli. En avant-dernière année de faculté, elle était méconnaissable, toujours travailleuse et dévouée, mais aussi plus légère. Elle souriait plus. Elle jouait avec Lucas sans avoir l'impression qu'elle devrait étudier. Elle profitait des moments avec Julien sans penser aux factures. « Tu es radieuse », commenta Jeanne. « Le bonheur te va bien. » « Je suis vraiment heureuse, pour la première fois depuis très longtemps. » Mais la vie, comme toujours, réservait d'autres surprises. Un jour, Aurélie travaillait à la réception lorsqu'une femme entra. Elle était jeune, elle ne devait pas avoir plus de 25 ans et portait un jeune enfant dans ses bras. « S'il vous plaît, » implora la femme en larmes, « mon fils est malade. Mais je n'ai pas d'argent pour la consultation. Pouvez-vous le soigner ?» Aurélie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était elle, il y a 4 ans. C'était la même situation, le même désespoir. Mais maintenant, elle était de l'autre côté du comptoir. Maintenant, elle avait le pouvoir d'aider. « Bien sûr que nous allons le soigner. » Aurélie sourit gentiment. « Vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'argent. L'important est de prendre soin de votre fils. Venez avec moi. » Elle emmena la femme directement au cabinet de Julien, qui s'occupa immédiatement de l'enfant. C'était une otite, rien de grave, mais cela nécessitait un traitement. « Combien cela va coûter ?» La femme demanda lorsqu'il expliqua, avec la même voix brisée qu'Aurélie avait utilisée des années auparavant. « Ce ne sera rien, » répondit Julien. « La consultation est payée et je vais vous donner une ordonnance que vous pourrez obtenir gratuitement grâce au programme gouvernemental. » Mais pourquoi? Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» Aurélie et Julien échangèrent un regard. Puis Aurélie s'assit à côté de la femme. « Parce que quelqu'un a été gentil avec moi quand j'en avais besoin. Et maintenant, je peux faire de même pour vous. » Elle prit une carte. « Voici mon numéro. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je travaille ici, je peux vous aider. » La femme partit en pleurs, mais cette fois de soulagement. « Tu as été incroyable, » dit Julien après. « J'ai appris des meilleurs. » Aurélie sourit. « Et tu sais, je crois que j'ai trouvé ma raison d'être. Ce n'est pas seulement soigner des patients, c'est prendre soin des gens, surtout des gens dont personne ne s'occupe. C'est une belle raison d'être. » Cet incident a semé une idée. Et dans les semaines qui suivirent, Aurélie commença à développer un projet. « Et si nous créions un fonds ?» proposa-t-elle à Julien et Marie. « Pour payer les consultations et les médicaments des personnes dans le besoin ?»« C'est une bonne idée, » approuva Julien. « Mais d'où viendrait l'argent ? Des dons, des événements, des partenariats avec des pharmacies. » Aurélie avait tout étudié. « J'ai vu d'autres cliniques faire ça, ça marche. Tu t'en occuperais, moi et Marie, si elle accepte. »« J'accepte, » répondit Marie immédiatement. « J'ai toujours voulu faire quelque chose comme ça, et c'est ainsi qu'est né le fonds de solidarité de la clinique. Il a commencé modestement, aidant seulement 2 ou 3 patients par mois, mais il a rapidement grandi. Aurélie utilisa ses compétences organisationnelles pour tout gérer. Elle créa des tableaux, organisa des événements de collecte, convainquit des pharmacies de donner des médicaments. « Tu devrais faire de l'administration, pas des soins infirmiers, » plaisanta Marie. « Pourquoi pas les deux ?» répondit Aurélie en souriant. Et c'est ce qu'elle décida de faire. Après avoir terminé ses études en soins infirmiers, elle ferait une spécialisation en gestion hospitalière. Ainsi, elle pourrait s'occuper des patients et aussi gérer des programmes d'aide. Lors de sa dernière année à l'université, Aurélie était en stage final quand quelque chose d'inattendu se produisit. Une patiente âgée, Madame Amélie, tomba dans le coma après un AVC. Aurélie s'était attachée à elle pendant les semaines de traitement. C'était une dame joyeuse qui racontait des histoires drôles et faisait rire tout le monde. Mais maintenant, elle était là, immobile, branchée à des machines. La famille a décidé de débrancher les appareils, informa Jeanne, triste. Il n'y a plus d'activité cérébrale. Elle est déjà partie. Aurélie resta avec Madame Amélie jusqu'à la fin. Elle lui tint la main, lui parla même en sachant qu'elle ne pouvait pas entendre. « Merci de m'avoir appris à rire dans les moments difficiles, » murmura-t-elle. « Repose en paix.
Lorsque les appareils furent débranchés, Aurélie pleura. Elle pleura pour Madame Amélie, mais aussi pour Madame Joséphine, pour Camille, pour toutes les bonnes personnes que le monde avait perdues. Julien la trouva en pleurs dans le couloir quelques heures plus tard. « C'est la partie la plus difficile de ce métier », dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « On s'attache, on se soucie, et parfois on perd. Comment fais-tu face ? En me rappelant que je leur ai donné les meilleurs soins possibles, qu'elles n'ont pas souffert seules, qu'elles ont compté pour quelqu'un. » Il passa son bras autour de ses épaules. « Et tu as donné ça à Madame Amélie. Tu lui as donné de la dignité, de la tendresse. C'est tout ce que nous pouvions faire. » Cette perte apprit à Aurélie quelque chose d'important. Être infirmière, c'était porter des douleurs, c'était célébrer des victoires, mais aussi pleurer des pertes. Et pour le faire sans se détruire, il fallait de l'équilibre. Il fallait de l'amour, du soutien, des moments de joie pour contrebalancer la tristesse. Et elle avait ça. Elle avait Julien, Lucas, les amis. Elle avait un réseau de soutien qui la retenait quand elle menaçait de tomber. Lors de la remise des diplômes, 4 ans après ce matin désespéré dans une salle d'attente, Aurélie monta sur scène pour recevoir son diplôme. Lucas était dans le public avec Julien, Brigitte, Antoine, Marie, Jeanne, Madame Girard, toutes les personnes qui l'avaient aidé à arriver là. Aurélie Dubois, appela le recteur, meilleure étudiante de la promotion, distinctions académiques. Elle reçut son diplôme, les larmes aux yeux. Elle y était arrivée. Malgré tout, elle y était arrivée. Lors de la fête qui suivit, Julien porta un toast. À Aurélie, à la femme la plus forte, la plus déterminée, la plus incroyable que je connaisse. Tu nous as tous inspirés. Je n'y serais pas arrivé seul, répondit Aurélie en regardant chaque personne présente. Chacun d'entre vous m'a aidé. Vous m'avez relevé quand je tombais. Vous avez cru en moi quand je n'y croyais plus. Ce diplôme n'est pas seulement le mien. Il est à nous. Lucas courut embrasser sa mère. « Maman, tu es une vraie infirmière maintenant. »« Oui, mon amour. »« Tu vas soigner les gens qui sont malades ?»« Oui. Et je vais bien m'en occuper. » Quelques semaines plus tard, Aurélie commença à travailler officiellement comme infirmière à la clinique. Non plus comme assistante administrative, mais comme professionnelle diplômée. Et Julien avait une proposition pour elle. « Je veux ouvrir ce centre de soins humanisés dont je parle depuis des années. Et je veux que tu sois mon associé, pas employé, associé. Julien, je n'ai pas d'argent à investir. Pas besoin d'argent. Il faut de la vision, de l'engagement, du cœur. Et tu as tout cela. » Il lui montra les plans qu'il avait dessinés. Ce sera un endroit où personne n'est rejeté par manque d'argent, où chaque patient est traité avec dignité, où nous faisons vraiment la différence. Aurélie regarda les plans, émue. « C'est parfait. »« Alors, tu acceptes ?»« J'accepte. » Les mois suivants furent intenses en travail. Ils trouvèrent un bon bâtiment, le rénovèrent, embauchèrent du personnel. Aurélie utilisa tout ce qu'elle avait appris en gestion pour organiser les processus, former les employés, créer des protocoles. « Tu es incroyable dans ce domaine », admira Julien en la voyant diriger une réunion avec des fournisseurs. « J'ai appris des meilleurs. Et des pires aussi. » Elle sourit. « Sylvie m'a appris comment ne pas traiter les patients et le personnel. » À l'inauguration du centre de santé humanisé Lyon, une plaque à l'entrée disait « Dédié à toutes les mères, pères et personnes qui luttent chaque jour pour la dignité et le respect. Ici, vous comptez. » La file de patients le premier jour remplit tout le pâté de maison. Des gens qui avaient été rejetés ailleurs, des gens qui n'avaient pas d'argent, des gens qui avaient juste besoin d'être considérés comme des êtres humains. Aurélie s'occupa de chacun avec le même soin, la même attention. Et à la fin de la journée épuisée mais épanouie, elle regarda Julien. « Nous avons réussi, vraiment réussi. C'est toi qui as réussi, je n'ai fait qu'aider. Nous avons réussi, ensemble. » Elle lui serra la main. Et ce n'est que le début. Les mois suivants, le centre se développa. Ils ouvrirent plus de salles, embauchèrent plus de personnel. Le fonds de solidarité qu'Aurélie avait créé aidait désormais des dizaines de familles par mois. Et puis, à un moment parfait, Julien posa une question qui allait tout changer à nouveau. C'était une soirée normale, après une longue journée de travail. Ils étaient sur le balcon de l'appartement d'Aurélie, à regarder Lucas jouer dans sa chambre. « Aurélie, je veux te demander quelque chose. » « Tu peux demander. » « Cela fait 2 ans que nous sommes ensemble, 2 années merveilleuses. Et pendant ces 2 ans, tu m'as fait revivre.
Tu m'as fait croire que je pouvais être heureux à nouveau. » Il se mit à genoux, sortant une petite boîte de sa poche. « Qu'alors je veux te demander, veux-tu m'épouser ?» Aurélie en eut le souffle coupé. Elle regarda la bague simple mais magnifique, puis Julien, puis Lucas qui était apparu à la porte. « Maman, dis oui !» cria Lucas. « Je veux que Julien habite avec nous. » Elle rit entre ses larmes. « Oui, bien sûr que oui. » Julien passa la bague et l'embrassa, tandis que Lucas sautait de joie. Le mariage fut simple, un samedi après-midi, avec seulement la famille proche et des amis. Aurélie portait une robe blanche simple que Marie avait aidé à choisir. Lucas était le garçon d'honneur, portant les alliances avec une adorable gravité. Brigitte pleura pendant la cérémonie. Après, elle serra Aurélie dans ses bras. « Merci d'avoir donné une chance à mon fils, de lui avoir permis de connaître Lucas, d'avoir montré que la famille n'est pas toujours une question de sang, mais de choix. » Antoine, qui avait amené sa nouvelle petite amie, s'est également approché. « Tu mérites tout le bonheur du monde. Et Julien a de la chance de t'avoir. Nous sommes tous les deux chanceux, » corrigea Julien en apparaissant. « De l'avoir, d'avoir Lucas, d'avoir toute cette famille. » Pendant la fête, déjà au petit matin, Aurélie se tenait sur le balcon, observant tout le monde discuter et rire. Madame Girard dansait avec Jeanne. Marie parlait avec animation avec la petite amie d'Antoine. Lucas dormait sur les genoux de Brigitte. C'était une famille étrange, rapiécée, improvisée, mais c'était la leur. Julien la rejoignit sur le balcon. « À quoi penses-tu ? À combien les choses ont changé ? À quel point j'étais désespéré, seul, effrayé il y a 4 ans. Et regarde où je suis maintenant. Tu es arrivé ici par ton propre mérite. Je suis arrivé ici parce que de bonnes personnes m'ont aidé, parce que tu m'as vu et as décidé de me donner une chance. » Elle posa la tête sur son épaule. « Je suis reconnaissante chaque jour. Et moi, je suis reconnaissant que tu aies accepté l'aide. Beaucoup de gens sont trop fiers pour accepter. Tu as eu le courage d'accepter et de faire en sorte que cela en vaille la peine. » Ils restèrent là, enlacés, à regarder la fête continuer. Et Aurélie pensa à toutes les mères célibataires qui se battaient à ce moment-là, à toutes les personnes humiliées dans les salles d'attente, à tous ceux qui avaient juste besoin d'une chance, de quelqu'un qui croit en eux. Et elle promit de continuer à donner ces chances, de continuer à aider, de continuer à faire la différence. Parce qu'elle avait appris que de petits gestes de bonté pouvaient changer des vies, qu'une consultation gratuite pouvait faire la différence entre le désespoir et l'espoir, que croire en quelqu'un pouvait transformer des avenirs. Dans les années qui suivirent, le centre de santé humanisé Lyon continua de grandir. Ils ouvrirent des succursales dans d'autres quartiers. Ils créèrent des programmes de bourse pour que davantage de mères célibataires puissent étudier en soins infirmiers. Ils formèrent des médecins et des infirmiers aux soins humanisés. Lucas grandit dans un environnement d'amour et de sens, voyant sa mère travailler dur mais aussi se reposer, voyant son beau-père prendre soin des gens, voyant que le monde pouvait être dur, mais aussi qu'il pouvait être gentil. Quand il eut 12 ans, il demanda s'il pouvait faire du bénévolat au centre. « Je veux aider aussi, dit-il, comme vous m'avez aidé. » Et Aurélie, les larmes aux yeux, dit oui, parce que c'était cela qu'elle voulait lui enseigner. Non pas que le monde était facile, mais qu'il valait la peine de se battre, qu'il valait la peine d'être gentil, qu'il valait la peine d'aider. Un jour, des années après le début de tout cela, Aurélie était à l'accueil du centre lorsqu'une jeune mère entra. Elle tenait un enfant fiévreux et avait ce regard qu'Aurélie connaissait bien. La peur, le désespoir, la honte. « S'il vous plaît, » commença la femme, « mon fils a besoin d'un médecin, mais je n'ai pas besoin d'expliquer. » Aurélie sourit en se levant. « Nous allons nous occuper de lui. Vous n'avez à vous soucier de rien d'autre que d'être là pour lui. » Et tout en emmenant la femme à l'intérieur, Aurélie pensa, « C'était pour cela. C'était pour ce moment. Pour pouvoir être pour une autre personne ce que Julien avait été pour elle. Pour transformer la douleur en un but, la honte en dignité, la peur en espoir. » Et elle réalisa qu'elle y était parvenue. Non seulement survivre, mais s'épanouir. Non seulement vivre, mais faire la différence. Et peut-être qu'en fin de compte, c'était cela le véritable succès. Fin de l'histoire. Et maintenant, dites-nous, qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Aurélie? Avez-vous également traversé des moments difficiles, mais réussi à les surmonter? Écrivez dans les commentaires de l'endroit d'où vous nous regardez.
Si vous connaissez quelqu'un qui traverse des difficultés, partagez cette histoire. Elle pourrait inspirer. N'oubliez pas de laisser votre like et, plus important encore, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci.